Bien, ça m'a l'air lancé. Allez, hello à tous, bienvenue. On va attendre petit à petit que les gens arrivent. On s'est permis de lancer quelques minutes en avance parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. J'ai envie de dire bonjour à tout le monde, parce qu'il Oui, aussi, y au a plein passage. de noms qu'on connaît, plein de noms qu'on ne connaît pas. Mais justement, si vous venez d'arriver, que vous êtes légèrement en avance, n'hésitez pas à dire bonjour, salut Youssef. Et surtout nous dire, voilà, si au niveau technique, vous nous entendez bien, que ça marche bien, que vous voyez bien la présentation. Salut Laetitia, salut Youssef, ça va super. Salut Sébastien, Stéphanie, Gwendoline, voilà, ça commence à arriver, ça fait plaisir. Eric, Nico, on fait Salut comment? Alexia. Ah, Allez, on attend encore une petite minute que les gens arrivent, parce que bon, on avait dit 11h30, donc on ne va pas commencer en avance. Et puis dès 11h30, on essaiera de partir pas trop tard, parce qu'en effet, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, à vous transmettre et à vous dire avec Paul. Salut Charlotte, Julie, Maude. merci Charlotte pour le feedback. Hello Loïc. Idric de La Réunion, j'y suis dans 2 semaines, moi, à La Réunion. J'espère qu'il va faire beau, parce que là, j'y vais pour du soleil. Salut Olivier, salut Cynthia. François, salut Benoît, salut tout le monde. Bah écoutez, il est 11h30. Je propose du coup qu'on démarre. Donc vous voyez bien la présentation, tout va bien. Moi je pars de ce principe-là. Donc bienvenue pour ce webinaire empirique avec Tot SEO, empirique représenté par moi, et Tot SEO représenté par Paul Grillet, ici présent. Ce webinaire qui va porter sur le sujet suivant, écrire une seule fois pour performer partout, c'est-à-dire Google, les LLM comme ChatGPT, et surtout performer longtemps. On va présenter notre méthode à Paul et à moi. Alors du coup, dans les grandes lignes, Paul, de ce que tu peux nous dire un petit peu, qu'est-ce qu'on va aborder dans ce webinaire? Ouais, déjà, les limites à la création de contenu, parce que là, on va donner une méthode, mais il y a beaucoup de choses qui empêchent de créer les meilleurs contenus. On va essayer de passer un peu en revue ce qui bloque souvent les gens, parce que mine de rien, on traite avec pas mal de parties prenantes tous les deux dans notre métier. Ensuite, on présente la méthode qu'on a bossé ensemble depuis un moment là maintenant. Et ensuite, comment mesurer la qualité et la rentabilité des contenus pour savoir si c'est rentable ou pas pour nous. Alors, vous allez le voir, ce webinaire, il va être très rythmé. On va essayer de le rythmer un maximum. En effet, on a beaucoup de choses à dire. Ça risque d'aller assez vite. Pas de panique. C'est un process. Du coup, il y aura le replay dispo. Et surtout, parmi les choses qu'on va vous offrir, il y aura notamment un article dédié, Paul. Oui, on vous a tout récapitulé. Alors, on a calculé tout à l'heure le nombre de mots. On est à 10 300 mots en incluant les prompts, etc. Mais bref, je ne sais pas si vous aviez vu passer la Bible du maillage interne, mais c'est un peu le même genre de contenu avec énormément d'exemples, de vidéos, de capture d'écran. Les prompts tout prêts à copier-coller. Bref, plein de choses. Si jamais vous loupez un peu certains wagons, vous pourrez revenir sur l'article. Et tout à fait. Et la raison pour laquelle on voulait faire ce webinaire, et ça nous tenait à cœur avec Paul, c'est que on voit de plus en plus sur LinkedIn, notamment, eh bien, l'hégémonie, la propagande du contenu facile, parce que c'est une promesse qui est alléchante. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, faire plein de contenu, faire plein de clics. Alors, c'est tout à fait vrai dans un sens. On publie un masse de contenu en automatique, on peut faire plein de clics. Mais ça, si c'est ça qu'on vous montre sur LinkedIn, la réalité, sur le temps, c'est plutôt ça. À un moment donné, on peut tromper Google sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne tient jamais longtemps. Et si vous êtes là, présent aujourd'hui, que vous soyez bien, en entreprise, que vous soyez freelance, que vous soyez consultant, c'est que vous avez la même vocation, le même objectif que nous, faire des contenus qui tiennent dans le temps et surtout des contenus qui rapportent. Parce que générer des clics, c'est bien, montrer des courbes de trafic, c'est bien, mais à un moment donné, ces contenus automatisés, ces contenus pas très beaux, ces contenus compliqués à lire, qui a envie de les lire? La finalité d'un contenu, c'est quand même que quelqu'un le lise, quelqu'un fasse une connexion avec votre marque et se dise « Waouh, c'était bien, je vais le garder en favori, je vais le partager avec des gens ». Et en vérité, si les gens ne lisent pas votre contenu, Google va le voir. On aura l'occasion d'en reparler, de quels algorithmes, etc. sont concernés, mais on ne peut plus tricher sur est-ce que le contenu plaît ou pas à l'utilisateur. C'est pour ça qu'avec Paul, nous, on veut des contenus qui tiennent dans le temps parce qu'il y a uniquement si un contenu se positionne et reste performant
dans la durée qu'il deviendra rentable. C'est très difficile de rentabiliser un contenu qui n'existe que sur quelques semaines et au bout de quelques semaines, il est désindexé ou il n'existe plus. Et c'est pour ça, Paul, aujourd'hui qu'on présente la méthode qu'on a travaillée tous les deux ensemble. Oui, c'est ça. Donc, avec Yann, on s'est vraiment posé sur, OK, aujourd'hui, avec nos années d'expérience, qu'est-ce qu'on a comme choses à faire et à ne pas faire pour des contenus qui cochent plusieurs cases. Donc, non seulement qui marquent vraiment les esprits, qui servent la marque, qui va servir des objectifs marketing, ce qui nécessite un peu le corollaire, c'est d'avoir des objectifs marketing un peu définis. Évidemment, si possible, sans jamais rogner sur la qualité, parce que automatiser, souvent, ça se fait au détriment de la qualité. On a essayé de trouver à chaque fois le juste milieu sur ce qu'on va vous présenter. Et surtout, on voit très, très, très souvent des conseils qui sont basés sur des idées sorties du chapeau. Là, à chaque fois qu'on vous évoque un conseil, on a essayé de mettre derrière au moins un brevet, un papier de recherche, un test qui vient appuyer ce qu'on va vous présenter. Alors évidemment, il y a énormément de documentation sur le sujet, on n'a pas pu tout mettre, mais à chaque fois, on essaye de vous sélectionner quand même le plus pertinent et évidemment en actionnant l'IA de manière intelligente. Donc, il n'y aura pas de « j'appuie sur un bouton, ça me sort un texte », mais par contre, le process l'intègre un peu tout du long. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en termes d'IA, nous, c'est notre parti pris. C'est un outil qui peut nous faire gagner du temps. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, vous, si vous utilisez l'IA ou pas dans la rédaction, comment vous faites actuellement. Notre méthode, du coup, elle comporte 6 étapes. Et avant de vous la présenter, moi, je voulais quand même partager cette idée, vu qu'on partage un process, de comment est-ce qu'on aborde et on intègre surtout un process. On va vous donner beaucoup d'infos. Et forcément, au début, si vous voulez appliquer notre méthode, il va falloir la copier-coller, bêtement. Mais l'idée, c'est que notre process, il se veut un petit peu généraliste et pas forcément adapté à toutes les spécificités de chacun. Donc, au fur et à mesure que vous intégrerez le process, que vous le pratiquerez, eh bien, il ne faut pas hésiter, et c'est comme ça qu'on intègre un process, à le personnaliser, à se dire « Ah, ce prompt-là qu'ils ont donné, finalement, je vais le changer. Ah, cette étape-là qu'ils font, ben, moi, je vais la faire avant. » À le modifier pour que ça soit vraiment pertinent et cohérent, cette méthode, avec vos compétences, votre personnalité, les ressources que vous avez également en interne. On est parti du coup pour le process. On a beaucoup de slides et de choses à présenter. La première étape, c'est ce qu'on appelle définir le scope. Alors, vu que ce webinaire est déjà chargé, il va se concentrer évidemment uniquement sur la création du contenu, c'est-à-dire que les étapes précédentes de stratégie de contenu, de choix du mot-clé et de travail et de connaissance du persona, on ne l'explique pas ici. Si toutefois, c'est des sujets sur lesquels vous auriez besoin d'aide ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux ou quoi, ou par message privé. On vous fera un webinaire sur le sujet avec grand plaisir. Mais on part pour ce process de ce principe. Vous avez votre mot-clé ou votre sujet sur lequel vous souhaitez écrire et vous connaissez votre persona. Le premier élément qu'il va falloir définir, c'est par rapport au mot-clé ou au sujet qu'on a choisi, quel va être l'objectif commercial, entre guillemets, du contenu. Et cet objectif, il va falloir surtout qu'il soit réaliste. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui cherche à s'informer sur comment on fait ses lacets, on aura du mal à mettre des grosses fiches produits et à lui dire voilà, tu veux apprendre à faire tes lacets, ben, achète mes chaussures tout de suite et maintenant. Parce que Paul, ici, définit les catégories de lecteurs en 4 catégories. Soit explorateur qui cherche des infos et qui est peu proche de l'achat, soit évaluateur qui est plus proche de l'achat, convaincu mais en attente qui est assez proche de l'achat et décisionnaire qui a carrément sa carte bleue en main. En fonction de comment on catégorise le lecteur qui lira notre contenu, eh bien, on adaptera aussi l'organisation, pas mal de choses, la structure de notre contenu et surtout les CTA qu'on mettra en avant. Mais chaque contenu, dans l'idée, doit avoir un objectif, que ce soit amener vers un autre contenu informationnel, mettre en avant une formation ou mettre en avant l'inscription à une newsletter. Le deuxième élément qu'on va vouloir définir, c'est les intentions de recherche. Avec Paul, on définit, c'est un mot en SEO qui est beaucoup utilisé. Nous, l'intention de recherche, on la définit de la manière suivante. Quand un utilisateur tape un mot-clé, l'intention de recherche, ça sera quelles infos sont données et surtout dans quel format, dans quelle forme on donne ces informations. Pour connaître les intentions de recherche et connaître ces critères à la fois de fond et de forme, on va s'aider tout simplement de la page de résultats de Google, la SERP.
en checkant un petit peu les onglets. Est-ce qu'il y a l'onglet vidéo, images? Est-ce qu'il y a dans la page de résultats des blocs images ou des blocs vidéo? Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que ces blocs ne sont pas mis là au hasard. Dans le procès antitrust de Google, on a eu des révélations comme quoi l'algorithme Glue était là pour en fait mesurer, calculer les clics, les interactions des utilisateurs sur la page de résultats de recherche pour voir est-ce que les utilisateurs préfèrent pour ce mot-clé-là des vidéos, des images ou autre chose. Et du coup, autant se servir de ce travail pour voir, OK, si je tape par exemple comment réparer mon vélo, je vois que le blog vidéo est pas mal mis en avant. Et du coup, eh bien, dans l'idée, on va mettre une vidéo dans notre contenu. On va prévoir de le faire en tout cas. Pour l'intention de recherche, l'autre élément qu'on va analyser également, ça sera les pages qui sont mises en avant. Comment elles abordent le contenu, quelles infos elles donnent, c'est quel type de page? Est-ce que c'est des articles, des tutos, des comparatifs ou des listings? Je rebondis sur la question d'Alexia. En effet, il y aura un petit replay à ce niveau-là parce que je la vois passer dans le chat. Pourquoi c'est important en fait de s'adapter au format de page? Déjà pour l'algorithme NavBoost qui calcule globalement quelle page plaît ou pas à l'utilisateur en fonction de ce que l'utilisateur clique sur la page, est-ce qu'il reste dessus, comment il interagit avec. Et puis aussi, dans les guidelines des quality writers, qui sont donc des gens qui sont payés à évaluer des pages Internet et ensuite faire des rapports pour nourrir l'algorithme de Google, eh bien, il y a cette notion très importante de needs met, c'est-à-dire lire la page, voir quelles infos elle donne et voir eh bien, à quel besoin elle pourrait répondre et en fait évaluer humainement, subjectivement, est-ce que cette page répond bien aux besoins que pourrait avoir l'utilisateur. Donc, c'est très important, si bien sûr on veut se positionner, de respecter ces deux critères, comment l'info est donnée et quelles infos sont données. Ensuite, là-dessus, on s'adresse bien à… Alors, on parle de process pour créer des contenus éditoriaux. On ne va pas traiter de comment faire des contenus vidéo, etc. Et on n'est pas non plus sur des pages commerciales, donc des pages catégories, etc. Mais au sein même de ces pages éditoriales, donc des contenus blog un peu classiques, il y a plein de formats. Et ce format-là, il va être aussi ultra différent suivant les cercles qu'on va attaquer. Donc pour ça, avec Yann, on n'a pas forcément la même méthode. Lui, il va le regarder à la main spécifiquement. Moi, suivant les requêtes, j'utilise des prompts qui m'accélèrent un peu la tâche. Donc, en exemple, évidemment, c'est toujours possible de l'adapter à votre contexte. Mais la première chose que je fais, c'est une fois que j'ai lancé mon analyse, donc là, sur quel chien en appartement, j'ai mes petits prompts qui sont tout prêts. On reviendra sur ces prompts-là, on les donne dans l'article, tout le process de création, etc. Mais globalement, retenez qu'on donne une consigne, toutes les datas concurrentes. Donc là, typiquement, le premier, on a son title, son URL, son plan, etc., etc. Et dans la consigne, une fois qu'on a choisi son modèle, on a une réponse, donc avec chacune des URL, le format qui est utilisé. Donc à partir de cette data, il va falloir décider, en fonction de mon persona, comment est-ce que je vais pouvoir créer un contenu qui réponde vraiment à son besoin, en faisant, si possible, mieux que la concurrence, mais aussi dans le format qui semble correspondre à la SERP. Donc là, on voit qu'il y a 0 étude comparative. Donc peut-être que ce n'est pas forcément ultra pertinent de partir sur ce format-là. Ensuite, du coup, oui, ce que je voulais répéter, c'est qu'il y a en effet des prompts offerts qui seront offerts à certaines des étapes, les prompts que vous pourrez retrouver dans l'article complet dont on va vous donner le lien à la fin de ce webinaire. Oui, exactement. Donc, une fois on est sûr déjà qu'on est sur une SERP où du contenu éditorial peut ranker. Donc, si on n'a que des fiches produits, a priori, il va falloir revoir la stratégie. Maintenant, si on a validé cette case-là, on va devoir décider sous quel framework on va construire ce contenu. Donc, pour ça, il y a différents modèles. Il n'y en a pas du tout que 4. C'est les 4 qu'on utilise avec Yann. On s'est dit qu'on allait vous mettre les 4. Globalement, ils sont assez explicites, on va dire. Donc, le PAS, problème, AFT, solution. On vous met 2-3 exemples, ça vous allez le retrouver dans l'article. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque framework sert un objectif qui est différent. Donc par exemple, comment perdre 1 kg par semaine, c'est vraiment idéal pour le modèle PASS parce qu'on a un problème qui est concret, on peut le mettre en avant parce qu'il a été clairement exprimé dans la requête. Ensuite, agiter, c'est-à-dire montrer les conséquences de aujourd'hui pourquoi on n'arrive pas à perdre 1 kg par semaine, et la solution éventuellement si c'est en lien avec son produit, sa méthode ou autre.
Là où, par exemple, le plan MESE, donc Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive, c'est très bien pour des contenus très très longs. C'est typiquement ce que j'ai utilisé pour l'article qu'on a produit avec Yann pour la création de contenu. Ensuite, une fois qu'on a donc le format de ce qu'on va produire, il va falloir structurer tout ça. Et pour ça, on va toujours lancer une analyse TOT, mais avec quelques spécificités. Donc la première étape, ça va être de retirer les pages qui ne sont pas du bon format. Par défaut, donc là, je vais lancer une analyse TOT en mode avancé. Le mode avancé, il va me permettre d'aller exclure les pages qui ne sont pas éditoriales. Donc j'ai envie de retirer mon analyse. Par défaut, TOT le fait, mais si vous souhaitez avoir la main vraiment précise, c'est tout à fait possible de passer par ce mode. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je retirerai? Est-ce qu'il y a de la fiche produit? Donc on est sur du comparatif. Là, on est sur de la page catégorie. Là aussi. Et là aussi, a priori. Et donc là, en lançant l'analyse, toutes les recommandations, que ce soit intention de recherche, idée de sujet, sémantique à intégrer, vont être correspondantes aux pages, aux typologies de pages qu'on a présélectionnées. Une fois qu'on a lancé son analyse, on va se baser sur plusieurs inputs qu'on va intégrer dans nos prompts pour faire le plan. Première étape, c'est les intentions de recherche. Les intentions de recherche, comment est-ce qu'elles sont calculées et pourquoi on utilise celle de TOT aujourd'hui? Elles sont prises sur la SERP à un instant T, en se basant sur notamment la construction des métadescriptions. Pourquoi? Parce que toutes les métadescriptions, elles sont produites par Google avec, pour une requête donnée, la partie de la page qui semble la plus intéressante pour les utilisateurs qui l'ont visité précédemment. Donc, à partir de ça, on arrive à peu près à reconstruire quelles sont les intentions de recherche sur une SERP donnée. Donc, le mot intention de recherche, c'est le même que ce qu'on a évoqué au début. Là, vous pouvez le comprendre comme quelles sont les préoccupations, les questions posées par mon persona. Il y a Gwendoline qui nous demande comment est-ce qu'on choisit le framework. Il y a un prompt qui analyse la concurrence et nous dit lequel est le plus pertinent. Oui, alors ça, on le fournit dans le contenu. Après, il faut toujours garder son cerveau allumé. L'IA, elle va t'aider à prendre tes décisions et potentiellement à analyser plus d'informations dans un même temps. Mais le tableau, généralement, il permet de s'y retrouver assez bien. Ensuite, pour le titre, on va aussi regarder les titres principaux des concurrents. L'image est peut-être un peu floue, mais on repassera de toute façon sur des analyses TOT un peu plus lents. Et globalement, c'est les titres qui sont présents dans la SERP, décomposés, title, titre 1, H2, H3, etc. Et ensuite, très important, on va se baser sur les PA. Les PA, alors, il y a différents enjeux derrière. Sur TOT, ça sera toujours les 4 premières questions. Les autres idées de sujets qui sont dans la liste, ce sont les questions qui sont identifiées telles quelles chez les concurrents. Donc, vous êtes sûr que toutes les questions qui sont là ont une réponse dans les autres résultats de la SERP. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'ils rankent, mais voilà, ça peut vous servir. Maintenant, les PA, pourquoi est-ce qu'on les récupère? Parce que quand on s'intéresse à la manière dont Google est construit, il va, pour une requête donnée, regarder dans le passé les utilisateurs qui ont tapé cette requête-là, les autres informations qu'ils ont creusées par la suite ou juste avant. Avec cette information de recherche d'informations des précédents utilisateurs pour une recherche donnée, il va le transformer sous forme de questions concises avec une réponse entre 35 et 45 mots pour les listes qui va nous intégrer dans les PA. Autre raison supplémentaire d'intégrer les PA, ou en tout cas, pas de les intégrer telles quelles, mais de s'en servir pour sa réflexion, pour construire son plan, c'est qu'il y a alors beaucoup de papiers de recherche, mais notamment celui-ci, qui montre bien que les SERP, et notamment ces éléments de PA, sont utilisés pour aller entraîner les LLM, en l'occurrence ici, celui de Google pour cette chatbot. Comment est-ce qu'on rentre dans les PA? Alors ça, c'est une mini parenthèse, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Ça peut faire partie d'une stratégie globale d'aller chercher des PA. Par contre, il faut savoir que souvent, le taux de clic est quand même assez mauvais, et puis ça flingue les stats Search Console parce qu'on a des impressions, des CTR un peu pourris. Donc, il faut savoir aussi les analyser. Maintenant, comment est-ce qu'on y rank? Il faut déjà avoir un contenu qui rank sur Google, parce que ça paraît assez logique. Évidemment, répondre bien à la question avec certaines limite. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour une réponse comme ça, en 3 lignes, c'est le format un peu classique. Dépasser 35 mots, en général, ça ne passe pas en PA. Ou Google est obligé de la reformuler.
Si jamais vous êtes en liste, donc par exemple en tutoriel, des choses comme ça, au-dessus de 45 mots, généralement c'est tronqué aussi, ou bien ça n'apparaît tout simplement. Donc réponse précise, concise, et évidemment avoir la sémantique qui est adéquate pour montrer qu'on traite bien le sujet. Si vous avez besoin de sources, donc toujours dans cette phase de plan, parce que souvent il y a des allégations de concepts, de santé, de chiffres, tout ça, plus vous avez de sources pour les appuyer, mieux ce sera, que ce soit pour les LLM, pour Google. Maintenant, ça peut être un peu une labeur d'aller chercher ces données-là. Si jamais vous ne les avez pas à disposition, que ce soit des recherches académiques, des études faites par le passé, etc., Deep Search est franchement un super allié pour faire une synthèse de tout ça. Donc, ce que je vous conseille dans le prompt, c'est d'aller toujours demander évidemment les sources, mais également les limites et le contexte dans lequel a été réalisée telle étude, tel test, etc., etc. Paul, j'ai une question intéressante de Annalina là, dans le chat. Je reviens juste sur l'histoire des PA qui nous demande si on récupère les questions des PA pour faire une FAQ dans l'article. Alors, ça peut en effet être le cas, mais c'est plus global dans l'intégration en fait du contenu. C'est pas forcément une FAQ, c'est juste OK, on identifie qu'il y a ce besoin de réponse, il y a cette question que les gens se posent, et après, c'est à toi de définir est-ce que cette question j'y réponds en fin d'article dans la FAQ parce que c'est un peu une question, c'est pas le cœur de l'article, mais c'est bien pour aller plus loin. Ou alors non, c'est le cœur du problème, donc je l'intègre naturellement dans mon article. Une PA, c'est, après il faut toujours juger et faire le tri à la main, voir si c'est pertinent par rapport à ce qu'on veut dire, mais c'est théoriquement une question auquel il faut répondre parce que c'est un besoin de l'utilisateur sur ce sujet-là, en tout cas qui a été identifié par Google. Pour les FAQ, alors personnellement, je ne sais pas ce que tu en mentionnes, mais de mon côté, j'essaye toujours de faire une FAQ la moins générique possible et que les questions qui sont du coup a priori à la fin de l'article soient vraiment le découlement logique, vraiment pour mon persona, de questions qui font suite à sa lecture. Et que, en gros, normalement, la question ne se pose pas s'il n'a pas lu l'article avant. En fait, ça permet vraiment d'approfondir et pas juste avoir un article de 8000 pieds de long. Je suis un peu indécis là-dessus et j'ai jamais pris de décision. Je suis d'accord avec toi et je pense aussi au comportement en réalité les gens sur Internet, sur une page web, qui lisent en diagonale à l'arrache les pages et qui tombent sur une FAQ en fin de page. Et parfois, ça peut m'arriver de donner la réponse que j'ai déjà donnée dans l'article parce que je sais que des fois, présenter en FAQ, les gens verront mieux l'info, ça peut faciliter pour certains. Je ne suis pas précis là-dessus, mais ça peut m'arriver de répéter en effet ce que je vais dire si c'est vraiment une info importante. Je fais au cas par cas, pareil, il y a toujours une partie un petit peu subjective dans n'importe lequel de vos contenus. Et je rebondis juste avant de continuer sur la question d'Alexis, sur l'opti-sémantique des pages catégories. Globalement, là, on est concentré sur les pages plutôt éditoriales, parce que c'est celle où la sémantique a le plus de poids. Page catégorie, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, notamment la richesse du listing, enfin de la richesse des produits que tu vas proposer, les marques que tu vas proposer, les comportements utilisateurs, les filtres à disposition. En gros, beaucoup plus de variables qui sont à traiter. Alors que là, on va déjà ciblé sur l'éditorial, mais il y a beaucoup de principes que tu peux appliquer, que ce soit la valeur ajoutée sur ta page, l'aide à la décision, ce genre de choses. Alors, ensuite, dans notre plan, on n'est toujours pas passé à la rédaction. Il faut déterminer quelle va être la valeur ajoutée qu'on va y trouver. Parce que répéter globalement l'info qu'on a sur la SERP, ça peut ranker assez vite, par contre, ça ne rank jamais longtemps. Pour ça, il y a plein de manières de faire. Évidemment, on ne va pas toutes les intégrer en même temps dans l'article, mais vous pouvez penser aux astuces perso, aux études propriétaires, aux retours d'expérience, aux études de cas, aux interviews, aux outils interactifs, aux synthèses visuelles, aux inclusions prospectives. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. L'idée, c'est globalement d'avoir de la data qui est inimitable par les concurrents, ou en tout cas, quand on va, normalement, si on partage de la donnée propriétaire, si d'autres la reprennent, ils sont censés citer la source. Donc c'est dans ce sens-là que c'est inimitable. Pareil pour les témoignages clients, a priori, on ne va pas vous les piquer. Pareil, les interviews, les outils interactifs. Pourquoi c'est important? Alors, pour différents éléments. Il y a ce papier de recherche qui montre que l'information donnée par un document, elle est estimée en amont dans l'entraînement des LLM et notamment les chatbots de Google. Il y a d'autres brevets de la part de Google qui montrent que l'information gain, donc le gain d'information sur un document, est mesuré et rentre en compte dans le score de qualité du document. Pourquoi c'est important? C'est qu'avec ça, on va aussi cocher deux des cases de l'EAD qui sont l'expertise
et l'expérience. Donc forcément, si on partage des données propriétaires, bah, on montre son expertise et l'expérience terrain. Et enfin, pourquoi c'est important, numéro 3, c'est que Google dit explicitement dans les consignes aux quality raters qu'il faut savoir juger. En fait, il va chercher des preuves d'effort, des preuves que le contenu, il y a eu ce travail de recherche. Et ce n'est pas simplement un copier-coller d'informations trouvées ailleurs et qui, du coup, a une place légitime sur la SERP. Maintenant, avec toutes ces données, on vous montre tout ça alors, on vous donne le prompt tout fait. Ce qu'on vous conseille vivement, c'est d'aller utiliser tout ce qui est modèle de réflexion approfondie. Donc, que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral ou autre, sélectionnez vraiment les modèles qui vont réfléchir le plus longtemps possible, parce que c'est ceux qui sont capables de prendre le plus en considération toutes les consignes que vous allez leur donner. Au niveau du prompt, pour vous montrer un peu le format. Alors, cette slide n'est pas très belle, donc je vais partager l'écran. Le principe, évidemment, vous pouvez refaire à votre sauce, vous utilisez Patot ou quoi. Mais le principe du prompt pour le plan, c'est le suivant. On lui donne la consigne et on donne sa requête. Consigne la plus précise et concise possible. On évite les phrases trop longues qui vont le perdre. On lui donne donc les différents moyens qu'on a d'ajouter de la valeur ajoutée, donc pour recueillir ces idées. On demande toujours d'avoir au minimum 2 versions du plan. Comme ça va nous permettre d'avoir différents points de vue et potentiellement croiser les bonnes idées et retirer toutes les mauvaises. Parce qu'il y en aura un paquet, ça va quand même nous faire gagner du temps. Derrière, on intègre les données des concurrents. Alors ça, c'est des variables. Les idées de sujet et les intentions de recherche. Éventuellement, si on veut un plan qui est déjà bien optimisé, tous les mots-clés à intégrer. Donc, en termes de format, ça va nous donner un petit prompt qui ressemble, alors, 150 000, mais tac, qui ressemble à cela. On retrouve notre requête, on retrouve toutes les données des concurrents, etc., etc. Donc le prompt pour le plan, c'est vraiment le prompt qui est le plus gros. On ne sort pas à chaque fois avec ce partage d'écran. Une fois que le plan est généré, on va le relire et lui appliquer plusieurs filtres. Est-ce que la structure est logique? C'est-à-dire, sans avoir le contenu des paragraphes, est-ce qu'on comprend le déroulé et où va l'article? Évidemment, est-ce que vos consignes de base ont été respectées? Mais on ne s'arrête pas là. On va vérifier si les titres sont suffisamment descriptifs. Ça, en savoir plus, partie suivante, partie 2, partie 3, partie 4, il faut oublier, parce que, alors que ce soit pour Google ou pour les LLM, ça ne va pas du tout permettre d'aller comprendre la structure de l'article, ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Pour ça, alors moi personnellement, j'utilise mon petit prompt texte descriptif, qui est en haut à droite. Globalement, on va essayer de se demander et de s'aider de l'IA pour savoir, OK, est-ce que tous mes titres permettent vraiment de savoir de quoi je vais parler. Ensuite, on analyse la sémantique. On analyse la sémantique. Ici, alors, j'ai beaucoup de partage d'écran. Donc là, on prend un plan que j'ai généré au hasard, juste pour notre petit exemple. On a une option qui est ici, titre uniquement, et on a un petit code couleur pour les mots. Donc si je zoome un peu, on voit que les mots en vert sont ceux qui sont présents par nous et les titres des concurrents, donc dans nos titres et dans les titres des concurrents. Les mots en rouge, ce sont ceux qui sont utilisés par les concurrents et pas par nous. Donc potentiellement un trou dans la raquette, pas forcément, mais il faut se poser la question, notamment pour les mots obligatoires. Et en jaune, les mots qui sont présents chez nous et pas chez les concurrents, potentiellement de la valeur ajoutée. Donc voilà, ça c'est un petit check que je fais en plus, pas sur 100% des articles, mais dès que j'attaque des cercles un peu concurrentiels, je passe par ce petit filtre, c'est assez rapide. Une fois qu'on a son plan qui est validé, fluide, complet, exhaustif, on passe à la partie rédigée. Et pour ça, je passe le coussin de parole à Yann. Allez, la troisième partie qui est la partie rédaction, je vais partager un sondage dans le chat et il me dit, je vais choisir une option.
Bon, je voulais vous demander simplement est-ce que vous rédigez de votre côté. Je serais curieux de savoir dans le chat, est-ce que vous êtes plus à la main ou en effet plus via intelligence artificielle, comment c'est actuellement chez vous. J'arrive pas à lancer le sondage, mais n'hésitez pas à nous dire comment vous faites, vous, de votre côté. Je vois Lisiane qui dit les deux, parce que je voulais savoir un petit peu, vu que ça fait maintenant des années que les IA existent, l'état du marché, comment les gens s'en servent. Ouais, vous faites pas mal les deux. Quentin a la plume, à la plume d'encre carrément. Les deux, oui. Ok. Ah oui, ok, le sondage est lancé. Ok, ça j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il était lancé, autant pour moi. Ok, Si tu veux donc, répondre, il y a deux, trois questions intéressantes, juste le temps de recueillir les réponses éventuellement. allez, vas-y, Paul. Notamment, alors pour les FAQ, d'après vous, l'utilisation de toggle est bon ou mauvais? Alors, il y a des études de Search Pilot qui montrent que le contenu derrière des onglets qui nécessite le fait de cliquer, il est pondéré à la baisse et a priori est moins considéré par Google. Si vous voulez tester, savoir s'il est considéré ou pas du tout, donc vous ne pourrez pas savoir s'il est un peu moins considéré que le reste, mais vous prenez une phrase dans un toggle, vous la mettez entre guillemets sur Google, et si elle est indexée, c'est qu'a priori, il a considéré ce que vous avez dans vos onglets. Mais ce qui ressort des tests que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, c'est que c'est plutôt moins bon. Après, si c'est du contenu qui est moins important, c'est aussi pas très grave. Ouais, enfin, je ne sais pas si tu as un retour là-dessus, Yann. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, oui, moi j'ai déjà vu, alors j'ai pas fait l'expérience moi-même, mais même des retours de cas individuels de confrères qui expliquaient que passer pour certains un texte qui était caché, qui se défilait en accordéon à un texte brut et tout, ça avait amélioré leur position aussi. Donc ça reste des expériences individuelles, il faut voir au cas par cas, mais je suis d'accord sur le principe. En tout cas, c'est ce que nous montrent les rares études sur le sujet, qu'un texte qui est affiché directement est mieux mis en valeur. Ouais. Étude qui est citée dans l'article qu'on vous donne à la fin de la. Ouais, on va en venir, en effet, on va y venir sur ce point-là, parce que c'est un sujet important. Donc, on est parti pour la rédaction et au préalable. Avant de rédiger, il y a trois choses qu'il va falloir donner à l'IA. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour chacun de mes clients, j'ai en fait un agent IA, un rédacteur, et je lui donne des consignes. C'est déjà le contexte de votre marque, la présentation de votre marque, c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous faites. Enfin voilà, globalement, moi j'aime bien fournir la page à propos de mon client qui résume bien ce qu'est la marque. Autre chose à fournir également, c'est le tone of voice. Prenez des articles idéalement, vous avez écrit à la main, en tout cas des articles où il y a vraiment votre touche, votre patte personnelle. C'est vraiment important pour le lecteur parce que avoir de la personnalité dans ses contenus, ça fait vraiment la différence. En fait, on se dit, ah, ça c'est la patte de Yann, ça c'est la patte de Paul. Peut-être que si vous lisez l'article qu'on va vous fournir en fin de webinaire, il y a des trucs que vous allez vous dire, ah, ça c'est Yann, ça c'est Yann qui l'a fait, et ça permet de se différencier, d'entrer plus dans le cerveau des lecteurs. Parce qu'on veut deux choses ici. On veut en effet hacker les algorithmes, mais hacker aussi le cerveau des gens. On veut que nos contenus, ils rentrent dans la tête des gens. Donc, le tone of voice à ne pas négliger pour éviter d'avoir un style très robotique, très IA. Et puis également des règles générales d'écriture, de bonnes pratiques sur le web. On ne va pas vous les détailler ici. Vous pourrez les retrouver dans le prompt qu'on vous offrira, qui sera disponible sur l'article qu'on vous donnera à la fin de ce webinaire. Ensuite, avant de rédiger donc à l'intelligence artificielle, on lui fournit le champ sémantique attendu, champ sémantique que vous allez pouvoir retrouver du coup sur TOT, dans la catégorie termes-clés, tout simplement. Pourquoi on fait ça? Puisque dans l'algorithme de Google, et ça nous vient des Google Leaks, on voit un algorithme qui s'appelle donc Salient Term, qui est globalement que Google analyse la présence, attend en fait certains mots pour si on parle d'un certain sujet. Si je parle d'adopter un chien, il va attendre des mots comme laisse, adoption, chien, canidé, etc. Il a une liste précise de termes qu'il attend pour voir si le contenu est pertinent pour cette requête-là. Et cette liste de termes, vous n'avez pas à les calculer vous-même. TOT mâche le travail pour vous à ce niveau-là. Alors maintenant, notre méthode à nous pour rédiger, c'est déjà de commencer à faire section par section. On évite de tout rédiger d'un coup pour deux raisons. Parce que déjà, quand on rédige tout d'un coup, l'IA a toujours des limites de taille d'output en termes de, on parle en token. Et si on rédige tout d'un coup, ben, moi en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté pour avoir créé pas mal de contenu et testé comme ça pas mal de fois, c'est que ben, le contenu il est très résumé, il est très bref, il est très concis, il manque beaucoup d'informations. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait rédiger partie par partie pour être sûr qu'il exploite un maximum chaque partie. Et aussi, moi, je préfère faire section par section parce que ça me permet de relire à chaque fois la section qu'il a fait et ben forcément, relire section par section, c'est plus simple que de devoir tout relire d'un coup. Ça me permet d'avoir une meilleure vision
de l'article, du contenu que je suis en train de créer. Tout à l'heure, pour la structuration du plan, on vous recommandait de prendre un modèle de réflexion pour créer le plan. Autant pour la rédaction, moi, je préfère partir sur un modèle classique, c'est-à-dire le GPT classique qui, je trouve, est très bon en termes de rédaction. Hein. C'est sa fonction de base, c'est faire du texte à ce niveau-là. Je le trouve très, très bon. Et avec des modèles de réflexion, c'est mon expérimentation perso. Déjà, ça prend plus de temps pour générer le texte, mais en plus, il a tendance à être trop focus sur les consignes et pas assez naturel, pas assez créatif à ce niveau-là. Évidemment, pour la rédaction, pareil, un prompt offert que vous pourrez retrouver sur l'article qu'on vous fournit à la fin du webinaire. Donc, pour chaque section, on va les relire à chaque fois qu'ils nous génèrent. Et on ne passe pas à la suivante tant qu'on n'a pas relu la section. La première question qu'on va se poser, c'est « Ok, il me fait un paragraphe, mais finalement, ce paragraphe, est-ce que ça ne serait pas mieux présenté si c'était une liste à puces ou un tableau ?» Et je vous invite à vraiment faire cette étape à la main. J'ai longtemps essayé de dire à l'IA, dès que c'est pertinent, fais une liste à puces, dès que c'est pertinent, fais un tableau. Et je me retrouve toujours avec des tableaux qui n'ont aucun sens, ou des listes à puces qui, franchement, enfin, ça se voit qu'il s'est forcé et qu'il n'a pas la subtilité que je peux avoir, l'esprit critique que je peux avoir sur quel format serait idéal pour présenter cette information. C'est pour ça que je préfère le faire à la main. Et la deuxième chose qui est vraiment, et je vais utiliser un terme qu'adorent les intelligences artificielles, mais crucial, c'est que l'IA, ils adorent blablater, rajouter du texte pour rajouter du texte. Nous, ce qu'on veut dans un contenu de qualité, c'est un maximum d'informations dans un minimum de mots. Donc, on regarde sur notre section, OK, est-ce que je ne peux pas réduire sans le volume de mots? Est-ce que je ne peux pas reformuler sans enlever certaines informations? Comme on a mis ici, 0 phrase fatigue. Chaque phrase doit répondre, définir, quantifier ou exemplifier. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? En vrai, on vous a mis plein d'exemples, extraits de papiers de recherche ou des Google Leaks. On vous aurait pu vous mettre un nombre d'exemples infini. Ce qu'il faut retenir en fait en globalité, c'est que c'est à la fois pour récupérer les informations pour les LLM, pour les algorithmes, c'est plus simple quand il n'y a pas de charabia. À la fois pour le lecteur, en fait, c'est plus agréable quand on n'a pas des paragraphes de 36 lignes alors que ça aurait pu se dire en 2 lignes. C'est assez intuitif, mais c'est quand même un travail, même si c'est intuitif, qu'il faut se dire, il faut que je le fasse, ce travail. Parce que parfois, on peut passer outre. Ce qu'on va relire également, c'est pour les sections qui concernent des sections importantes, c'est-à-dire pas l'intégralité des sections de notre contenu, mais pour certains paragraphes où on véhicule une idée importante, on va s'assurer qu'ils peuvent se lire indépendamment. C'est-à-dire que si un lecteur ne lit rien d'autre de l'article, mais lit uniquement ce paragraphe, eh bien, il pourra comprendre de quoi il s'agit pour 2 raisons. Déjà, pour le lecteur qui eh bien, lit en diagonale. Comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, quand on parlait des FAQ, les lecteurs, en fait, ils n'ont pas toujours ce comportement de intro, première partie, deuxième partie. Ils scrollent, ils voient un petit peu, ils lisent en diagonale ce qu'ils peuvent lire. Donc, si c'est une info importante, ça serait bien que s'ils commencent par le milieu de l'article, ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Et aussi, des LLM, c'est peut-être un mot dont vous avez entendu parler récemment, le mécanisme de chunking qui n'est pas propre au LLM, qui a toujours existé à partir du moment où on a un algorithme qui est créé pour récupérer des informations à partir d'un contenu. Mais dans l'idée, le chunking, c'est décomposer un contenu en plusieurs parties et pouvoir se servir indépendamment de la partie qu'on découpe pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Concrètement, ça veut dire on évite les pronoms « il », on évite de dire il permet de récupérer le champ sémantique. On précise bien, TOT SEO permet de récupérer le champ sémantique. Comme on l'a vu précédemment, eh bien, machin, on évite, chaque paragraphe doit pouvoir se lire indépendamment. C'est important, notamment pour les LLM, pour qu'ils puissent leur mâcher le travail, tout simplement, pour qu'ils puissent facilement reprendre ce paragraphe pour le retranscrire dans la réponse qu'ils donneront à l'utilisateur. Une section aussi qui est très importante dans chacun de nos contenus, c'est ce qu'on appelle le TLDR, Too Long Didn't Read. Traduction, c'est en fait un résumé pour les gens qui n'ont pas le temps, un résumé du contenu de l'article. Il a un double intérêt, ce TLDR. C'est déjà qu'il va falloir l'optimiser sémantiquement parce que les premiers mots, en fait, en termes de sémantique, de champ sémantique attendu, sont ceux qui comptent le plus pour les moteurs de recherche. Et puis, il faut aussi comprendre qu'il y a des visiteurs qui sont très pressés, que même si vous avez fait un très bel article de 3000 mots, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire des articles de 3000 mots. Donc, lui donner
la réponse pour ce visiteur pressé, ça permet d'éviter des signaux négatifs d'un lecteur qui voit le gros pavé, qui va en arrière et qui ensuite va sur un autre site web. Tout ça, parce que tout ça, c'est mesuré en effet. Ici, je vous mets notamment un extrait des quality raters qui parlent en fait de l'importance du main content, de la façon dont il est servi, qui doit plaire à l'utilisateur, et puis également la notion de NavBoost, cet algorithme dont on a appris l'existence lors du procès antitrust de Google, qui mesure tout le comportement des utilisateurs sur une page. Donc, sur l'image à gauche, vous avez en fait un extrait d'interview lors du procès de Pandu Nayak, qui est le vice-président search chez Google, qui a expliqué qu'en gros, voilà, NavBoost existait bien, qu'il se basait sur les data utilisateurs sur les 13 derniers mois. Et NavBoost, qu'est-ce qu'il mesure notamment? Eh bien, on voit à droite cet extrait des Google Leaks. Il y a des notions de backclicks, de clics, de good clics, d'impression, de last longest click. Google sait faire la différence entre quelqu'un qui clique, le contenu ne lui plaît pas et il revient en arrière parce qu'il n'a pas envie de le lire, parce que sur la forme ou sur le fond, ça ne lui plaît pas, et un utilisateur qui clique et qui va passer un bon moment sur le contenu parce qu'il va naviguer, parce qu'il aura des interactions. Donc, l'importance de cette TLDR pour vraiment satisfaire tout le monde à ce niveau-là. C'est également important pour les LLM. Ce papier de recherche nous indique que les LLM, en fait, accordent plus d'importance au début et à la fin des contenus. Donc, si on a un bloc TLDR qui résume l'intégralité de notre contenu dès le début, eh bien, ça mâchera le travail pour les intelligences artificielles, pour les LLM, et ça permettra potentiellement à notre contenu de favoriser sa probabilité d'être cité. Et on en parlait également tout à l'heure de cette notion de zone importante en fait pour Google, pour l'algorithme. Le haut de page est forcément la zone la plus importante à la fois pour les utilisateurs ou pour l'algorithme. C'est celui qui va potentiellement être le plus analysé par Google. On a un test de Search Pilot pour appuyer nos propos, un A/B test qui a démontré que ajouter la description produit au-dessus de la ligne de flottaison, par exemple, eh bien, avait eu un impact positif considérable. Donc, en fait, avoir un bon contenu qui parle dès la ligne de flottaison, c'est quelque chose de très important. Et ça, vous vous en rendrez forcément compte si vous faites un petit peu de heatmap, si vous passez par des logiciels comme Clarity ou d'autres, où on voit en fait comment se comportent les utilisateurs. On se rend compte finalement, il y a un nombre ahurissant de gens qui ne scrollent jamais sur les pages web et qui se contentent de regarder ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà pourquoi le TLDR, c'était important. Maintenant, on va s'intéresser à une deuxième section qui est l'introduction. L'introduction, elle se doit d'être courte, brève et d'amener le lecteur sur le sujet. À ce niveau-là, on ne va rien révolutionner. Je me permets juste de vous suggérer, moi, un framework que j'aime bien suivre parce que je trouve que ça donne une introduction complète. L'intro doit d'abord appuyer sur le problème. Ensuite, elle donne un aperçu de qu'est-ce que va aborder l'article. Ensuite, on donne rapidement un ou deux points positifs sur la personne qui va lire l'article complet, qu'est-ce qu'elle va retirer comme point positif. Et enfin, une phrase de transition pour introduire notre première partie. C'est la méthode PATT, que je n'ai pas inventée du tout, que j'ai repris ailleurs, mais que j'aime bien appliquer. Et il y aura un prompt offert pour appliquer cette méthode. Alors maintenant, la métadescription. Just kidding, avec Paul, on a pour opinion que si on peut gagner du temps, autant ne pas optimiser la métadescription. On s'appuie à ce niveau-là notamment sur, pareil, des A/B tests de Search Pilot. Alors, ils en ont plusieurs sur la métadescription. Tous arrivent à la conclusion que franchement, ça ne vaut pas le coup de passer du temps à la faire. Cet A/B test notamment qu'on met en avant où ils avaient retiré les métadescriptions de leur page et en fait, ça avait booster leur gain de trafic à ce niveau-là. Ce que je voudrais dire également autour du mécanisme des métadescriptions, c'est qu'on a en fait énormément de machine learning à ce niveau-là. Google les réécrit lui-même 80% du temps. Et ce qu'on peut faire quand on veut le faire à la main, c'est souvent on optimise une métadescription pour un mot-clé. La réalité du référencement naturel et du SEO, c'est que, en effet, c'est important de se baser sur un mot-clé quand on crée un contenu, mais notre contenu sera pertinent pour
plein de mots-clés. À la fois des mots-clés que vous verrez dans vos rapports Google Search Console, mais aussi des mots-clés dont vous ne connaîtrez jamais l'existence parce que la Google Search Console ne vous donne qu'une poignée des mots-clés sur lesquels votre contenu remonte. Et en fait, tous les recherches qui sont un peu uniques, qui ne sont pas arrivées souvent, Google les anonymise pour des questions de sécurité. Et en fait, faire une métadescription pour un mot-clé, ça fait que, OK, mais tu n'as pas optimisé ta métadescription sur les 99% des mots-clés restants. Google, lui, le fait via du machine learning. Il s'adapte à la requête de l'utilisateur et il propose en fait le meilleur extrait de la page à proposer à l'utilisateur. Il sait mieux faire que nous. C'est la conclusion pour les métadescriptions, donc autant le laisser le faire. Et ensuite, on va travailler le title, Paul. Il faut bien comprendre que sur la métadescription, son objectif, c'est vraiment de faire la métadescription qui maximise les chances qu'on clique chez lui. Et donc, sachant ça, en général, il est plus pertinent de le laisser faire. Pour les titles, maintenant, elles peuvent aussi être réécrites. Souvent, pas beaucoup, peut-être retirer le nom de marque, tronquer un petit peu, reformuler, corriger des fautes, mais dans la majorité, c'est beaucoup moins reformulé que les métadescriptions. Et donc là, il faut évidemment beaucoup les travailler. Donc, on les travaille pour deux choses. Pour le CTR, donc augmenter les chances qu'on clique dessus, mais également la sémantique. La balise title, alors je pense que j'apprends rien à personne en disant ça, mais c'est vraiment la partie de la page où la sémantique a le plus de poids. Ensuite, donc pour des enjeux de CTR, il faut la garder suffisamment courte. Mais pour des enjeux de sémantique, potentiellement, on peut dépasser les 60 caractères, ou plutôt la distance en pixels qu'on recommande. Si ça permet d'intégrer plus de sémantique et que c'est vraiment pertinent, il ne faut pas non plus vous brider et potentiellement, sur les SERP pertinentes, laisser Google réécrire le title. Ce n'est pas très grave. Et par contre, votre sémantique qui est dans le title tag sera toujours considérée dans votre ranking. Cela étant dit, maintenant, pour travailler les titles, perso, j'ai ma petite méthode que je vous présente parce que Yann ne fait pas tout à fait comme ça. J'aime beaucoup m'aider de l'IA et des titles des concurrents. Pourquoi? Parce qu'eux, ils rentrent avec leur title, donc il y a toujours des choses à apprendre. Je reprends, donc là, j'ai lancé un petit prompt justement. Le prompt, globalement, on lui donne les titles des concurrents, mais on lui donne aussi notre plat, pour pas qu'il fasse de fausses promesses, la requête visée et une consigne de décomposition des titles concurrents. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? On commence par faire une petite liste de OK, qu'est-ce qu'on retrouve dans les titles? Prix, terre, valeur vénale, etc. Les qualificatifs, les chiffres, les saisonnalités. Évidemment, on ne va pas tout intégrer, mais une fois qu'on a posé un peu le cadre de tout ce qu'on va pouvoir intégrer et qui semble être prépondérant sur la SERP, on peut générer des idées. Alors moi, je demande 5 parce que généralement, j'ai ce qu'il me faut pour avoir des bonnes idées. Mais voilà. Et à partir de ça, je vais retravailler en me disant, est-ce qu'il y a des requêtes, il y a des termes qui mériteraient quand même d'être ajoutés à celles que je sélectionne? Est-ce que j'encourage suffisamment le clic? Oui, non, je retravaille. Et pour la partie mettre en page, après cette brève intervention, je rends le micro à Yann. Et oui, parce qu'une fois qu'on a fini de rédiger, ça y est, on a tout notre texte, le travail n'est pas fini. Il va y avoir tout un travail important pour l'UX, l'expérience utilisateur de mise en page. On va voir, du coup, on va vous présenter un petit peu notre process, mais avant ça, pourquoi c'est important, la mise en page? Deux raisons. Je parlais tout à l'heure que nous, notre volonté, c'est d'hacker l'algorithme, mais aussi le cerveau des utilisateurs, et c'est tout à fait pour ça qu'on travaille la mise en page. À la fois l'algorithme, on a parlé de NavBoost tout à l'heure, que Google surveille les comportements utilisateurs à la fois sur la SERP et sur la page. Donc, c'est important de maximiser des signaux positifs d'interaction. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de hacker le cerveau des utilisateurs. Et il y a plein de recherches qui démontrent que un lecteur qui est actif sur un contenu, qui interagit, qui scrolle, qui clique, eh bien, se souviendra beaucoup plus du contenu et donc de votre marque, fera une bien meilleure connexion avec votre contenu et votre marque qu'un utilisateur passif qui se contente de scroller et de lire en fait passivement ce que vous avez écrit. Donc nous, on va vouloir changer ça et de vraiment rendre l'utilisateur actif là-dessus. Comment on fait? On commence déjà par ajouter des illustrations pertinentes, des illustrations qui apportent de la valeur. Comment on trouve des idées d'illustration? On se rend tout simplement sur Google Images et par exemple, j'écris mon article sur la création de contenu et à un moment donné, dans la création de contenu, j'ai un passage sur pourquoi
le champ, pourquoi le champ sémantique c'est important. Et je parlais de l'algorithme QBST. Ben, je peux peut-être, si je veux illustrer ça, je me dis que ça serait bien d'illustrer, taper QBST ou champ sémantique sur Google Images et voir ben, quelles sont déjà les illustrations que Google préfère à ce sujet. Parce que forcément, il y a de la data utilisateur dessus. Donc, s'il y a un classement sur Google Images, c'est que c'est des images qui plaisent aux utilisateurs. Et bah, pour voir et tout simplement trouver des idées, de me dire, ah tiens, cette infographie, je l'aime bien, je vais la refaire et la reproduire un petit peu à ma sauce. Et du coup, si vous trouvez un schéma infographie pertinent, eh bien, vous pouvez tout simplement vous aider de OpenAI, Gemini avec Nano Banana aussi pour bien lui fournir l'infographie, lui dire de modifier deux, trois trucs, de le faire à votre sauce. Parfois, l'IA peut avoir des difficultés, notamment via le texte, pour reproduire une infographie telle qu'elle et respecter les consignes sur les images. Donc, en fait, aussi avec Canva, on fait un petit schéma rapide, rien de très compliqué. L'idée, c'est pas d'avoir forcément à ce niveau-là des infographies très, très jolies, même si ça doit respecter votre ligne éditoriale, mais c'est surtout l'idée d'avoir des images qui apportent une info supplémentaire ou facilitent la compréhension d'un contenu qui peut être technique. Il faut aussi, en effet, penser à tous ces lecteurs qui lisent un petit peu en diagonale à l'arrache. Pour rappel, si sur le mot-clé que vous ciblez, vous avez vu que la page de résultats met en avant des blogs vidéo, comme là par exemple, quand on tape fonctionnement blockchain, eh bien, on voit qu'en bas de page, bah, il y a un petit blog vidéo qui est mis en avant. Alors, idéalement, on rajoute une vidéo dans le contenu. Pourquoi on rajoute une vidéo? Parce que en fait, on voit qu'il y a une partie des utilisateurs qui préfèrent consommer ce type de contenu en vidéo. Et en plus, en fait, ça va vous permettre de faire une vidéo pertinente que vous allez pouvoir publier sur YouTube. Donc, BNF, double gain de trafic à ce niveau-là, à la fois via votre article et à la fois via YouTube. Et puis, surtout, les gens comme ça qui tomberont sur votre article et qui se diront, ah mince, il est hyper long l'article, finalement, je voulais une vidéo, eh bien, ils auront tout à fait une vidéo disponible depuis l'article pour être satisfaits et toujours minimiser le taux de rebond à ce niveau-là. Ce qui est important aussi, et un point sur lequel Paul a beaucoup à m'apprendre, vous le verrez sur l'article qu'on a fait ensemble, si vous le trouvez joli, c'est grâce à Paul, c'est pas grâce à moi, c'est en fait styliser tout simplement, que ça soit aéré, qu'il y ait des blocs de différentes couleurs, qu'il y ait des éléments mis en avant. On vous met un exemple ici sur la page, mais évidemment, vous pourrez vous inspirer de l'article qu'on va vous présenter à la fin pour voir des bonnes idées, des bonnes pratiques au niveau de la stylisation. Comme on montrait en début de webinaire, l'article que je vous montrais, qui est tout un bloc de texte moche, pas joli, c'est pas engageant, ça donne pas envie. Donc là, c'est un truc basique. Si vous êtes limité par votre CMS, les modules qu'il propose, eh bien, n'hésitez pas à vous appuyer sur les intelligences artificielles pour créer vous-même vos propres blocs stylisés, vos propres blocs de couleurs qui contiennent votre contenu pour essayer vraiment d'avoir un contenu ludique qui donne envie, qui est engageant. Pareil pour les CTA, si c'est un article qui a un objectif de conversion, c'était le cas notamment de la Bible du maillage interne, de mettre en avant l'outil TOT-SEO, eh bien, on peut mettre des belles bannières comme ça, avec un slogan qui met en avant le produit pour inviter les gens à aller tester le produit. Mais c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant, l'importance de l'intégration du contenu, de la stylisation du contenu à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir un lecteur qui interagit avec son contenu, à la fois pour les algorithmes, Navboost, etc., et à la fois pour déclencher quelque chose dans la psychologie et le cerveau de l'utilisateur. Et bien pour ça, on va s'appuyer en ajoutant en fait des modules interactifs dans le contenu, si c'est pertinent, et on va vous donner comme ça, pour vous ouvrir votre chakra, si c'est une pratique que vous ne faites pas déjà, des exemples de modules interactifs qu'on a fait, notamment Paul et moi. Notamment, eh bien, c'était sur un contenu, Paul, sur... c'est quoi le sujet du contenu? C'est Ah, il y a c'est en fitness. Ok, c'est un contenu fitness où Paul, en fait, a ajouté en fait un calculateur tout simplement qui permet d'avoir une réponse personnalisée en fonction du poids soulevé ou du nombre de répétitions. Et en fait, l'ajout de ce module interactif lui a permis d'acquérir la première position sur un mot-clé très, très concurrentiel. On a également... Non, pas ultra concurrentiel, juste une pratique assez courante. Et globalement, ce que j'observe, c'est que peu importe la requête, la vitesse à laquelle on monte est quand même vachement améliorée quand on a ce genre de modèle interactif qui améliore vraiment, vraiment les signaux utilisateurs. Et là, en Tout à fait. l'occurrence, c'est pas super concurrentiel.
Et une autre preuve avec également ce test que tu avais fait, Paul, sur eh bien, le test est-ce que je suis dyslexique avec un petit quiz voilà, interactif. À la fin, on obtient une réponse. Et ce quiz, en fait, a permis de générer sur 12 mois 60 000 clics, qui est quand même une très belle performance. Donc après, la limite, c'est simplement votre imagination. On peut faire des gros modules, mais vous le verrez dans notre article aussi, parfois c'est des petits modules, parfois c'est des petits trucs tout simples qui incitent au clic, qui incitent à la connexion. On n'est pas obligé de faire des trucs géants quand même, ou d'être un développeur hyper avancé pour faire des trucs de zinzin. Là, on vous a mis des modules qu'on aimait bien. Par exemple, à gauche, on choisit sa race de chien et ça nous met la taille de logement conseillé. À droite, on a une infographie qui est interactive, qu'on peut cliquer, où on peut filtrer les différentes lignes. Pourquoi c'est important? Encore une fois, on parlait de NavBoost tout à l'heure, et on a également notre confrère Damien Hendel qui passe pas mal de temps en fait à analyser et décortiquer l'algorithme de Google Discover et qui a eh bien, tiré des conclusions sur ce que Google Discover trouve comme pertinent, le good visit, en fait, la métrique du good visit. Eh bien, on voit que c'est des interactions utilisateurs. Il faut que les gens scrollent, il faut que les gens cliquent, il faut que les gens aillent voir jusqu'à la fin de la page. Donc, encore une fois, ça revient sur cette logique de un contenu interactif et il y a plein de bonnes idées, de bonnes pratiques à mettre en place, pas forcément des trucs compliqués, mais un contenu interactif, ça permet de se connecter mieux à son lecteur et ça plaît aux algorithmes qui voient des interactions et donc un meilleur ranking et une meilleure acquisition de trafic. Ceci étant, l'élément, si vous ajoutez vous travaillez votre mise en page, que vous ajoutez des modules, l'élément le plus important à prendre en compte, c'est que Google analyse l'expérience utilisateur et les interactions utilisateurs sur mobile. Donc, il faut toujours intégralement checker la mise en page, l'expérience utilisateur de votre contenu sur mobile. Et aussi parce que bien souvent, en tout cas pour beaucoup de business, il y a plus de lecteurs sur mobile que sur PC. Pour ce faire, eh bien, tout simplement se servir de cette extension, par exemple, qu'on vous recommande, qui s'appelle Mobile Simulator. Vous pouvez choisir le modèle de téléphone que vous voulez et vous pouvez voir l'apparence de votre page sur téléphone. Extrêmement important également, ajouter un bloc-auteur en bas de page. C'est une pratique parfois qui se perd parce qu'on a du mal à mesurer la pertinence et pourquoi en fait il faut faire ça, préciser qu'il faut un auteur et expliquer qui est l'auteur et pourquoi il est pertinent de parler sur ce sujet. Je voulais rappeler en fait l'importance de mettre un bloc-auteur tout simplement parce que quand on lit les guidelines des quality raters de Google, il est précisé, c'est écrit noir sur blanc et ça prend en fait la moitié des pages de ce document de quasiment 200 pages, que la notion la plus importante, c'est le trust. En quoi le site est pertinent, qui est derrière le site, en quoi il est pertinent pour parler de ce sujet et surtout, plus important que tout, qui est derrière le contenu et en quoi cette personne est pertinente pour parler de ce sujet, en quoi on peut avoir confiance en cette personne. Voilà, maintenant on a fait la mise en page et la prochaine étape, Paul, c'est qu'on va relire et corriger un petit peu tout ce qu'on a fait. Et ça commence par une étape très difficile qui est juste de se poser. Parce que quand on a fait tout ça, généralement, on a vraiment la tête dans le guidon et on est incapable de juger correctement de la qualité de son article. Donc, vraiment, la bonne pratique, c'est de se poser. Dans l'article qu'on va vous fournir, on a aussi toute une dimension analyse de la qualité de manière objective, taille des phrases, voix passive, verbes modaux, etc. Donc, vous pourrez jeter un œil. On donne aussi un outil gratuit pour le faire. Mais en tout cas, pour l'instant, sur quoi on appuie, c'est vraiment le fait de laisser passer, potentiellement passer une autre tâche. Ensuite, le lendemain, quand on s'y remet, on va faire fact-checker. Alors, pas évidemment tout le temps. Par contre, dès qu'on a des allégations ou des enjeux à avoir de la véracité dans ce qu'on propose, généralement, c'est le cas, on va fact-checker. Pour ça, ce qu'on vous conseille, c'est soit Grok, qui a plutôt des bons résultats a priori. Alors, moi personnellement, j'utilise celui-ci parce que j'ai vu sur Twitter que beaucoup de gens l'utilisaient. Donc, je n'ai pas fait de test. Là-dessus, je n'ai pas de data depuis immédiat. Et d'autres utilisent ChatGPT, Deep Search, notamment toi, Yann, il me semble. Donc, pour ça, vous avez le choix. Ensuite, excellente pratique que j'ai vu passer aux US, c'est d'avoir un pool de bêta-lecteurs. Donc, bêta-lecteur, c'est on a différents personas. Dans chaque persona, on a 1, 2, 3 lecteurs qui pourraient être dispo pour lire le contenu, faire des retours, et vraiment par rapport à lui, sa problématique. Donc, si j'écris pour Nathalie CMO dans une boîte RH, j'envoie à Nathalie ma pote que je connais perso et qui va me faire ses retours sur l'article pour voir si
pour elle, ça a résonné ou pas. Alors, je sais que c'est assez compliqué à mettre en place. Par contre, ça me semble être une pratique vraiment importante si pour les contenus vraiment majeurs de notre site. Ensuite vient la partie maillage. Alors, on n'a pas passé la partie orthographique, hein, pour ça il y a plein de méthodes, que ce soit des antidotes, des outils payants, des Google Docs, Word, etc. Ensuite, la partie maillage. Là-dessus, on va être assez bref, parce que le temps passe aussi. La Bible du maillage interne est accessible pour ceux qui veulent aller plus loin. Par contre, retenez quand même que la méthode site de points a beaucoup de limites. Elle peut vous sortir de la panade dans quelques cas. Par contre, elle ne montre pas forcément les articles les plus pertinents. Ça ne montre pas toutes les pages du site. Alors déjà, pas toutes, mais en plus, évidemment, celles qui ne sont pas indexées, parce que publiées très récemment, par exemple, ne sortiront pas. Petit à petit, vous allez rentrer dans une boucle où vous allez lier tout le temps les mêmes pages, parce que vous allez faire des liens internes vers les premières pages qui ressortent. Du coup, elles vous sortiront mieux, et petit à petit, celles-ci vont se renforcer au détriment des autres qui étaient peut-être tout à fait pertinents. Et évidemment, le classement n'est pas forcément par ordre de proximité sémantique. Donc, pour ça, nous, on utilise la feature de maillage interne de TOT qui essaye de pallier à tous ces biais. Donc, on organise les résultats, les conseils. Donc, pour chaque requête, vous mettez votre nom de domaine et ça vous dit en gros les URL les plus pertinentes d'un point de vue moteur. Donc, après, c'est vraiment à vous de vous demander, de penser utilisateur, est-ce que mon lien, il est pertinent? Dans quel sens? Au niveau du funnel de conversion de mon utilisateur. Donc pour ça, je redis un petit peu, mais 3 règles. On pense utilisateur, où est-ce qu'on veut l'amener, vers quelle page on veut le pousser. Proximité sémantique, 2 pages qui se font des liens auront beaucoup plus de poids pour les moteurs. Et surtout, ne pas oublier les anciens articles pour pouvoir les faire ressortir. À ce sujet-là, quand on fait des liens depuis des anciens articles vers le contenu qu'on vient de sortir. C'est assez important d'aller optimiser vraiment l'intégralité du paragraphe ou de la section dans laquelle on a ajouté un lien pour justifier en fait, qu'un lien soit ajouté. Si on ne fait pas cette modification, la significant update de Google ne se déclenche pas, donc ce lien-là, a priori, ne serait pas pris en compte dans les futures analyses du maillage interne, parce qu'il a juste été déposé là, sans modification qui le justifie. Paul, je te partage une question de Annalina au sujet du maillage, tout simplement. Alors, vous intégrez les articles cocon sémantique niveau maillage. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question, mais en gros, sur ton cocon, nous, on va aller te recommander 2 choses. Soit tu as une feature qui va te recommander des pages parmi celles existantes sur ton site, et potentiellement celles à créer dans le futur, parce que tu as mis toutes les requêtes que tu voulais faire dans ton cocon sémantique, et parmi toutes ces requêtes-là que tu auras rentrées, on va te dire, voilà, les meilleurs glissements sémantiques entre ces requêtes-là. Après, potentiellement, ça peut ne pas correspondre exactement à ta structure de cocon. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a la Bible du maillage interne, qui est très complète, sur lequel on a beaucoup de boulot, mais normalement, il y a vraiment tout ce qu'il faut niveau maillage. Et maillage, on oublie souvent de parler, mais des liens externes. Souvent, dès qu'on aborde les questions de PageRank, on se rend compte que les gens du coup arrêtent complètement de faire des liens externes pour ne pas perdre de PageRank, ce qui paraît assez logique. Seulement, il y a quand même beaucoup de papiers qui montrent qu'il ne faut absolument pas que le site soit un cul-de-sac. Donc, il faut toujours que le bot ait un moyen de sortir. En termes de ratio, ça veut dire à peu près 1%, 2% max des liens qui peuvent être externes sans que ça pose le moindre problème. Au contraire, ce serait plutôt pertinent. En plus de ça, la perte de PageRank, elle n'est pas brute, parce que vous allez faire un lien vers un article qui, normalement, est proche de votre thématique. Et du coup, s'il est proche de votre thématique, le crawler, il va très rapidement revenir vers votre article. Donc, en fait, le PageRank que vous envoyez, vous en récupérez une certaine partie. Et évidemment, petite règle, on ne fait pas de lien vers ses concurrents top 10. On n'est pas non plus des cœurs. Je voulais rebondir sur le fait que j'ai vu pas mal de questions passer que je trouve très pertinentes sur, en effet, la crainte de le temps que ça prendra au global de faire tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça tombe bien, c'est la bonne partie, on est dans la bonne section pour répondre à tout ça, parce que est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps? On aura la réponse seulement et uniquement en mesurant un petit peu tout ça, et on rentre du coup dans la partie mesure. On va s'intéresser à 2 choses dans cette partie mesure. Déjà, mesurer la qualité d'un contenu et, dans un deuxième temps, mesurer la rentabilité d'un contenu. Parce que me passer 1000 heures sur un contenu qui rapporte peanuts, c'est 1000 heures de perdu.
et ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Dans un premier temps, qu'est-ce qui décide ce qu'est un contenu de qualité? C'est pas vous. C'est pas votre grand-mère qui est super gentille et qui dit bravo mon fils, ça c'est un bon contenu. Non, c'est la data tout simplement. La data c'est froid, la data c'est pur et dur. La data elle dit tu t'es planté ou tu as fait un bon travail. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour faire des bonnes décisions. Dans un premier temps, pour savoir si votre article est de qualité pour les utilisateurs, s'il a plu aux utilisateurs, il y a plusieurs métriques que vous allez pouvoir surveiller. Dans un premier temps, le temps moyen passé sur la page, à relativiser en fonction de la longueur du contenu, bien sûr. Plus le contenu est long, plus on passe de temps sur la page, mais c'est quand même intéressant de le regarder. Du taux de conversion par rapport à l'objectif qu'on s'est donné, eh bien, combien de lecteurs ont rempli cet objectif de conversion ou micro-conversion. Ce qu'on aime bien regarder avec Paul aussi, c'est le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Si ça, vous pouvez le mesurer. Est-ce que les gens ont partagé votre article sur Twitter ou autre? Et puis, est-ce que votre article a été partagé depuis des messageries, que ce soit depuis WhatsApp, depuis par mail, par Discord? Ça, vous allez pouvoir avoir la réponse depuis votre outil Analytics en regardant quels sont les référents, d'où viennent mes visiteurs. Et si vous voyez des gens venir de Slack, de Discord ou d'autres outils comme ça de messagerie, c'est un super critère à mesurer pour se dire « Waouh, mon contenu, il a tellement plu qu'il y a quelqu'un qui est devenu ambassadeur de ma marque en disant « Hey, tiens, salut mon ami, je te conseille de contenir cet article, ça va te plaire, ça va répondre à tes besoins. » Et du coup, l'idée, c'est d'analyser les contenus qu'on a produits qui maximisent en fait tous ces signaux positifs et de regarder dans ces contenus, en quoi ils se démarquent, quel est le point commun entre tous ces contenus et tout simplement reproduire les patterns qui marchent. La deuxième question qu'on va se poser, et c'est la question que se posent pas mal d'entre vous, c'est la rentabilité. Comme je le disais, à un moment donné, ce n'est pas l'idée de passer 100 heures pour faire un bon contenu juste pour qu'on soit fier d'un bon contenu. Il faut que les actions qu'on fasse, ça rapporte des sous. On est là, on fait du business, on n'est pas bénévole. Et pour ça, pareil, on va le mesurer pour mesurer tout simplement combien de temps ça vaut le coup de passer du temps sur cet article et est-ce qu'on va adapter le process qu'on vous présente aujourd'hui? Encore une fois, le process qu'on présente, il est générique. Vous allez pouvoir le personnaliser. Vous allez peut-être sauter des étapes. Vous allez peut-être pouvoir gagner du temps sur des étapes, etc. Aujourd'hui, on vous propose une méthode de calcul qu'on estime importante pour voir, en fait, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps? Est-ce que cet article, il a été rentable? On va prendre, du coup, notre article, on va estimer le coût de fabrication de cet article, c'est-à-dire vous, combien vous coûtez, est-ce que vous êtes payé 10 000 par mois, est-ce que vous êtes au SMIC, vous mettez votre TJM globalement, même si vous êtes salarié en termes d'heures de travail, est-ce que vous avez été plusieurs à travailler dessus, vous essayez de faire une estimation de combien ça vous a coûté à vous, à votre client ou à votre entreprise de créer au global ce contenu. Vous allez également recenser toutes les micro-conversions. Donc, on se rappelle, on a défini un objectif à notre contenu. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, ça peut être aller visiter une fiche produit, ça peut être aller visiter notre page offre de service. Combien de ces conversions ont été réalisées? Pour ça, il faut s'assurer de pouvoir, pour certaines conversions, pouvoir le mesurer et avoir un tracking en place. Et on va également mesurer le trafic global généré par l'article. Pas uniquement le trafic depuis Google, mais le trafic général de tout le monde, de toutes les sources, que ce soit le trafic direct, les réseaux sociaux, le trafic de Google également. Ça, c'est les trois data qu'on récupère et ensuite, on va faire des calculs qui vont nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, estimer la valeur de la conversion. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on estime, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter, combien vous seriez prêt à payer pour que quelqu'un s'inscrive à votre newsletter? Ça, c'est à estimer. Est-ce que pour vous, payer 2 € pour une inscription à une newsletter, c'est OK? Ça, il faut le mesurer. Est-ce que quelqu'un qui visite une fiche produit, payer 1 € par exemple, c'est OK? Vous pouvez prendre par exemple le CPC sur le mot-clé business. Combien vous payeriez en ads pour que quelqu'un visite votre fiche produit? Ça, c'est aussi une valeur à récupérer. Et puis ensuite, les 3 dernières cases pour les calculs. On va calculer le coût par vue, c'est-à-dire qu'on va prendre le coût de fabrication que vous avez estimé de votre article et on va le diviser par le trafic total qu'a généré l'article pour savoir, OK, pour une visite sur mon contenu, j'ai payé tant, ça m'a coûté tant. Et j'aime bien faire ce calcul parce que ça va vous permettre de vous rendre compte
notamment si votre contenu génère un minimum de trafic, que eh bien, par visite, finalement, ce n'est pas si cher de payer un contenu par rapport à d'autres choses qu'on pourrait faire, par rapport à des ads qu'on pourrait payer. Ça permet de relativiser le coût de fabrication du contenu, notamment si on y passe beaucoup de temps. Si on passe beaucoup de temps sur un contenu, mais qu'il fait énormément de visites sur le long terme, eh bien, à un moment donné, la moindre visite ne coûte pas très cher. Le deuxième élément qu'on va calculer, c'est le coût par conversion. On va prendre, pareil, le coût de fabrication de l'article et on va le diviser avec notre nombre de conversions par rapport à notre objectif qu'on s'est fixé. Donc ici, mon article a coûté 600 €. J'ai eu 80 micro-conversions sur cet article-là. Donc, j'ai payé 7,5 € par conversion. J'avais estimé que mon article, pour chaque conversion de mon article, eh bien, que j'étais prêt à payer 15 € dans l'idée pour que quelqu'un convertisse, c'est-à-dire qu'il s'inscrive à la newsletter ou qu'il visite une page produit. Eh ben, dans l'idée, mon coût par conversion, 7,5 € est bien moins cher que ce que j'aurais été prêt à payer pour cette conversion. Donc, on est sur un article plutôt rentable. Et puis enfin, le ROI, qui est tout simplement, en fait, le nombre, je prends le nombre de conversions, je le multiplie par la valeur de conversion et j'enlève ce que ça m'a coûté. Donc, pour savoir, en fait, est-ce que l'article m'a coûté de l'argent ou est-ce qu'il m'a rapporté, in fine, de l'argent. Ce tableau, vous pourrez le retrouver dans notre article pour le copier-coller et s'il y a des calculs qui vous intéressent pour les reproduire et un peu avoir un suivi à ce niveau-là. Bien évidemment, si vous voulez mesurer toutes ces choses sur votre contenu pour savoir eh bien, est-ce qu'il a été rentable ou pas, l'idée, c'est d'attendre au moins quand même 6 mois pour qu'il y ait un minimum de trafic, que le contenu ait eu le temps de vivre avant de tirer des conclusions. Mais à partir de tous ces calculs, vous allez pouvoir voir, OK, ce contenu, j'ai mine de rien passé beaucoup de temps et en passant autant de temps que ça, il n'était pas finalement assez rentable. Je n'arrive pas à être rentable quand je passe, je ne sais pas, 6 heures sur un contenu. Donc, l'idée, ça va être de réduire, de se dire 6 heures, c'est trop passer sur un contenu. Il faut qu'on réduise, il faut qu'on saute des étapes, il faut qu'on fasse moins qualitatif parce que généralement, un contenu de 6 heures, on n'arrive pas à le rentabiliser. Par contre, là, j'ai fait un contenu de 4 heures. Wow, il est rentable, c'est cool. 4 heures, en fait, c'est le bon temps de travail à passer sur mon contenu pour me dire 4 heures, j'arriverai à rentabiliser ce contenu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir jauger. Est-ce que j'en fais plus? Est-ce que j'en fais moins? Et du coup, on arrive au terme de ce webinaire. Dans un instant, on en profitera pour répondre aux dernières questions si vous en avez. Mais ce que je voulais dire et le message que je voulais passer, c'est il y a quelque chose que je vois souvent passer, que ce soit sur les réseaux sociaux, en termes de SEO ou d'algorithmes, etc. C'est de dire, oui, il faut écrire pour les utilisateurs, enfin pour les algorithmes, mais aussi pour les utilisateurs. En vérité, l'un et l'autre, vous avez vu, ça se mélange, c'est la même chose. Les algorithmes se nourrissent des data utilisateurs, donc on ne peut pas se permettre de se dire je fais l'un des deux, je fais l'un et l'autre après. Il y a notamment cette métrique qui a été révélée dans le procès antitrust de Google qui s'appelle l'information score. C'est un score que Google utilise pour évaluer les contenus et la qualité des contenus, en fait, tout simplement. Et ce score, il sert de point d'appui à pas mal d'algorithmes connus de Google. Donc, on a parlé de NavBoost. l'IS-Score sert à NavBoost. RankBrain également, on le voit, Fine-Tune on ES Rating Data. DeepRank également, Fine-Tune on Rating ES Data. Donc, en fait, cette base-là de savoir est-ce qu'un contenu est de qualité ou pas, ça sert à tout. C'est le cœur de l'entraînement, du machine learning, des algorithmes, en tout cas de Google. Et on vous l'avait promis du coup en préambule de ce webinaire. Paul, du coup, tu as un petit cadeau à offrir à tous ceux qui ont eu la gentillesse d'être présents aujourd'hui. Ton micro est éteint, Paul. J'étais mute. Oui, déjà, merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux. Moi, je ne m'attendais pas à ça personnellement. Ce qu'on va vous envoyer aujourd'hui, l'offre, alors je n'ai pas terminé la page malheureusement, mais on vous enverra un lien pour tous les participants, pour ceux qui veulent tester TOT. Alors, vous pouvez le faire gratuitement, de toute façon, depuis la home. Pour ceux qui veulent vraiment scale sur la production de contenu, intégrer l'IA intelligemment, il y a un plan illimité qui va sortir, qui n'est pas encore disponible, mais qui sortira à 99 €. Et on propose uniquement ceux du webinaire à 59. Ce sera ça le code, je vous le récapitulerai. Par contre, ce webinaire, on n'est pas allé dans le détail de tout. On a coupé pas mal de parties qui sont présentes dans l'article. Article qu'on a publié hier soir, qu'on n'a pas encore terminé en termes de relecture, mais qu'on va mettre à jour avec pas mal de nouvelles data, de sources au fur et à mesure, probablement dans les prochaines semaines.
Donc, n'hésitez pas à aller visiter le contenu déjà maintenant, jeter un œil, nous donner votre avis éventuellement. Et puis voilà, encore un grand merci à tous, hein. Exactement. Grand merci à tous. Voilà, le contenu, l'article est disponible, donc vous avez l'URL ici si vous voulez l'ajouter et notamment l'ajouter en favori, hein, parce que c'est un contenu bien fat et comme je l'expliquais, c'est un process complet. Donc un process, ça ne s'acquiert pas en une seule lecture. Et maintenant, en fait, on va en profiter pour répondre à vos questions. Merci à tous d'avoir été si nombreux lors de ce webinaire. On est monté, je crois, à un moment donné, jusqu'à 140 personnes en live, en simultané, quand j'ai checké à un moment donné. Donc, c'était super cool. Merci pour votre participation. On avait très, très peur, en fait, de dépasser énormément le temps, tellement il y avait d'infos à donner. On avait essayé de rythmer ce webinaire que, bien sûr, vous pouvez retrouver en replay pour le relire avec des pauses tranquilles. Et en plus, il y aura du coup cet article complet qu'on vous fournit pour bien faire étape par étape le process. L'article, je précise, on le fait aussi en guise d'exemple. Parce que c'est toujours bien pour appliquer un process d'avoir un exemple de qu'est-ce qu'un bon article. Il n'est pas exemple défaut, notre article, mais on estime que c'est un bon contenu, un contenu de qualité. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi long, aussi travaillé que le nôtre, mais il y a sûrement des bonnes idées à reprendre du côté de ce contenu-là. Et c'est pour ça que je vous inviterai à l'ajouter en favori, parce que moi, en tout cas, c'est le genre de contenu que j'adore ajouter en favori pour retomber dessus et voir, ah oui, purée, ils ont fait ça, c'est une bonne idée, c'est bien comment ils ont présenté, comment ils ont agencé la chose. Les questions, en fait, Paul, midi 43, alors on avait prévu 1 heure de webinaire, c'était prévu depuis le début qu'on le dépasse, et finalement on a un peu de temps. Alors je vous propose dans la rubrique questions déjà de les poser pour tous ceux qui ont des questions de fin de webinaire à poser, et moi je vais les repasser tout au complet pour m'assurer qu'on a répondu à tout le monde. Ouais, j'ai essayé de répondre à tous, mais j'ai peut-être sauté des parties. Hop, donc c'est dans la rubrique questions, hein, c'est beaucoup plus simple pour nous en fait de suivre un petit peu voilà, les questions que vous posez. Les FAQ, ça on avait répondu la question. Bon, mais n'hésitez pas à aller lire les questions des autres. Souvent, je réponds à l'écrit pour pas qu'on passe trop de temps à l'oral, mais il y a beaucoup de questions très intéressantes, hein, sur les risques du contenu IA, le relinking, etc. Combien du contenu il faut modifier. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il y a des questions pour le coup très pertinentes. Il y a des questions en effet qui sont très pertinentes et je crois, en tout cas, je me permets de les mettre en avant, même si je n'aurais pas forcément de réponse à apporter. Il y a notamment celle de Mehdi Wejda. Comment l'apprentissage en anglais des LLM influe sur le résultat retourné et la pertinence en français? Ne faudrait-il pas prompter en anglais pour la connaissance et traduire en aval pour la pertinence de la sémantique en français? Alors, je fais souvent ça pour le coup, prompter en anglais, demander les infos, les recherches, les trucs comme ça. Quand c'est pertinent, évidemment, quand je cherche que des sources françaises, je le passe directement. Et après, la traduction à la volée fonctionne plutôt bien. Mais effectivement, jongler, si vous savez que l'info majoritaire, elle est en anglais, ça vaut le coup d'aller plutôt en anglais. Typiquement, dès que je dev, c'est plutôt de l'anglais. Après, je trouve la question super pertinente, Mehdi, mais globalement, les LLM, ils ont aussi appris du français, hein, dans l'idée pour maîtriser la langue. Donc, à ce niveau-là, en fait, oui, je dirais que ça dépend beaucoup de. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de se baser sur les query fan-out générés par les chatbots. Donc, c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup d'outils qui permettent de voir, par exemple, ChatGPT, quand on pose un prompt, quelle requête il fait sur les moteurs de recherche. Et parfois, en effet, on va s'apercevoir qu'il le fait en français et d'autres fois qu'il le fait en anglais. Donc, pour voir un petit peu, on n'a pas abordé le sujet de la recherche de sujets, la recherche de mots-clés à ce niveau-là, mais pour les LLM, ça peut être intéressant au préalable de voir, OK, moi, je veux un sujet qui est pertinent pour ce prompt-là, comment les LLM recherchent, et notamment en s'appuyant sur les query fan-out. Vous pouvez aller voir sur Empiric si c'est un sujet qui vous intéresse, les query fan-out dans la rubrique Mes outils. On a une extension qui permet de voir les requêtes, les mots-clés tapés par ChatGPT sur les moteurs de recherche. Pour les pages auteurs, alors si jamais vous avez une page vraiment dédiée à l'auteur, réseaux sociaux, les liens vers les articles qu'il a publiés pour renvoyer un peu de jus, parce que souvent en fait les pages auteurs, le problème c'est qu'on décrit la personne, ses activités, etc. En fait, on oublie de mettre des liens internes pour redistribuer le PageRank, sauf que vu que la page auteur est linkée depuis tous les articles du site, elle reçoit beaucoup de PageRank et les seuls liens, c'est des liens vers LinkedIn, Twitter, etc. Donc c'est vraiment une bonne pratique d'aller sur les pages auteurs, relinker au maximum les bons articles ou tous les articles de la personne, références académiques s'il y en a, en gros tout ce qui va crédibiliser cet auteur-là. Si jamais, alors bon, c'était il y a quelques mois, mais j'avais fait un carrousel LinkedIn assez complet sur les pages auteurs, je pourrais peut-être le retravailler et l'améliorer pour le publier, un de ces quatre.
J'aimerais maintenant mettre en avant une question, c'est une question d'Alexis, que je trouve très pertinente parce qu'en fait, c'est une remarque qu'on m'a déjà fait, notamment des clients, notamment sur l'idée de se dire, mais on fait un TLDR qui résume tout l'article en haut. Finalement, est-ce que ça ne va pas inciter les gens à quitter la page? Parce que moi, je veux que les gens ils consultent tout le contenu. Et en effet, c'est super pertinent comme remarque et il y a forcément à un moment donné un parti pris. Nous, sur la base de notre lecture des Google Leaks, des procès antitrust, des brevets, etc., on voit qu'il y a trop d'importance donnée à la satisfaction de l'utilisateur. Et moi, je crois, et là on parle dans ce cas-là de subjectivité, mais c'est mon comportement que j'ai, que le TLDR n'empêche pas forcément le lecteur qui n'est pas pressé et qui a le temps de consommer le contenu, de consommer le contenu en entier. Au contraire, moi je crois que c'est un très mauvais pari de forcer le lecteur à faire un effort. Moi, je crois, en tout cas, je suis le premier à être très feignant sur Internet. Et un TLDR, moi, dans mon cas, j'arrive parfois sur des articles, je ne connais pas forcément la pertinence de l'auteur, je ne connais pas forcément qui est le site, est-ce que ça va être un article intéressant? Je veux juste m'assurer que l'article répondra à ma réponse. Et s'il y a un TLDR qui me donne déjà la réponse, là, ça se base sur moi, mon comportement. Bien sûr, il faudrait des études plus poussées, mais j'ai tendance à me dire, ah, ok, il m'a donné la réponse qui m'a plu, cool, je vais pouvoir creuser le sujet. Donc, moi, j'ai vraiment ce parti pris que non, il faut un TLDR, il ne faut pas avoir peur de donner la réponse tout de suite, pour toutes les raisons et les brevets qu'on a donnés, en fait, globalement dans ce webinaire. Et parier, en fait, contre Google, contre l'utilisateur, en le forçant à, vas-y, va lire jusqu'à la fin pour comprendre et avoir toutes les infos, je pense que c'est un mauvais pari. Oui. Et si c'est vraiment des requêtes que vous visez qui pourraient de toute façon se contenter juste d'un TLDR, a priori, c'est que le ciblage de la requête est de base pas adéquat. Parce que viser une requête, quelle est la météo à Paris, par exemple, il n'y a pas besoin de 800 mots, c'est un mauvais ciblage de requête. Il faut, dans votre stratégie, aller intégrer des requêtes qui, pour votre persona, méritent d'être développées. Là, c'est là où votre contenu va devenir rentable. Question de Ratana sur combien avec notre process ça prend de temps. La question du temps à passer sur un contenu, donc j'en ai un peu parlé du coup dans la partie mesure, parce qu'en fait c'est variable tout simplement. Et il faut en effet se poser la question, mais combien de temps ça vaut le coup de passer sur mon contenu pour qu'il soit de qualité? Au global, moi je me dis quand même que si on prend toutes les étapes, à la fois intégration, visuel, etc., moins de 3 heures sur un contenu, ça me paraît un peu chaud, ça me paraît un peu tendu. Bien sûr, c'est même 3h30, c'est-à-dire une demi-journée. Bien sûr, ça coûte de l'argent, 3h30, quelqu'un passer sur un contenu. On aurait pu faire 3 contenus en 3 heures, 1 heure par contenu. Mais c'est toujours l'idée, comme on l'a dit en introduction, de se dire que nous, en tout cas avec Paul, on ne veut pas forcément des contenus pas chers parce qu'on sait que les contenus pas chers, ça ne tient pas dans le temps et on veut un contenu que les gens ajoutent en favori, se partagent sur les réseaux sociaux, se l'envoient sur Slack et maximisent en fait les signaux de qualité et les signaux utilisateurs qui font dire aux algorithmes que ce contenu plaît. C'est un investissement long terme que nous, on souhaite proposer via notre méthode. Et globalement, perso, quand je brief les rédacteurs qui travaillent sur des missions, je leur dis vraiment le temps passé, c'est probablement autant que si vous n'utilisiez pas l'IA. Par contre, parce que vous utilisez l'IA, la qualité devrait être a priori 3, 4, 5 fois supérieure à la qualité de l'information, etc. Donc, c'est souvent une demi-journée par contenu, effectivement, voire plus. Mais en fait, vu que ça reste aussi beaucoup plus longtemps en top de serve, c'est vachement plus longtemps. Du coup, c'est une question de Gwendoline, pareil, sur ce ratio. Est-ce que par rapport à une stratégie automatisée, ça vaut le coup de passer autant de temps? Bon, on y a répondu en préambule de ce webinaire. C'est vrai que les promesses sur LinkedIn, et on les voit beaucoup passer. Je les ai vus beaucoup passer récemment, d'ailleurs, des posts. J'ai tout automatisé, ma création de contenu et tout. C'est peut-être parce que l'algorithme a capté que j'allais créer un webinaire là-dessus. Mais la vérité, c'est franchement, on pourrait vous le montrer sur des tas d'exemples. C'est que ça ne tient pas dans le temps, en fait. La courbe qui monte, elle monte un temps. Et encore une fois, les clics, c'est une vanity métrique. On s'en fiche un peu des clics parce que quelqu'un qui clique et qui repart parce que ça ne lui plaît pas ou qui a lu à l'arrache, qui a scrollé jusqu'à la fin, il me s'est dit c'est nul, j'ai la flemme de lire. Ça compte comme un clic, mais ça ne compte pas comme un utilisateur avec qui on a créé une connexion et qui reviendra sur notre site et qui considérera notre site comme de confiance et notre marque de confiance sur ce sujet précis. Donc, pour rappel, dans la rubrique questions, si vous avez d'autres questions. Alors, salut Frédéric, on a une question de Frédéric.
sur la notion, et je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, de STS ou de Greedy, de GCG, pardon, de Greedy Coordinate Gradient. Greedy Coordinate Gradient, en toute humilité, je n'aurais pas assez de notions pour en parler. C'est quelque chose que j'avais prévu d'étudier comme sujet, mais je ne le connais pas assez pour apporter une réponse précise. En revanche, sur la notion de STS, j'espère que je vais perdre un minimum de personnes. Le Strategic Text Sequence, c'est une méthodologie utilisée par certains chercheurs en machine learning pour hacker les LLM. L'idée, c'est qu'on lui propose un charabia, un texte un peu précis, qui est souvent illisible par l'humain, mais qui va bien, faire des dysfonctionnements dans l'intelligence artificielle et nous permettre en fait, que le LLM, de maîtriser en fait la sortie du LLM, de le manipuler tout simplement. Mon point de vue là-dessus, par rapport aux articles que j'ai lus sur le sujet, c'est que c'est une méthodologie qui me semble très complexe à mettre au point parce qu'il faut en effet des algorithmes et des ressources assez avancées pour faire tourner des algos et voir en fait les mots qui représentent des failles pour les LLM et des accumulations, des enchaînements de mots qui vont percer en fait le LLM, qui vont le faire un peu bugger et dire n'importe quoi, et on va pouvoir le contrôler à ce niveau-là. Moi, dans les études et les papiers de recherche que j'ai toujours lus, ça donnait toujours du charabia. On n'était pas dans l'idée de présenter un article qui plaît au lecteur et qui fait du STS en même temps. On était vraiment sur des articles STS qui étaient dédiés et alloués aux robots. Nous, ce n'était pas l'idée ici, dans ce webinaire, d'avoir un truc spécifique pour les LLM. C'est vraiment, il faut que les gens le lisent. Donc voilà pour le STS. Le GCG, Paul, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou si on aura la réponse ici. Non, non, plus. J'ai passé le terme dans le Discord, mais je n'ai pas du tout connu. Voilà. Et STS, en plus, l'inconvénient de la chose, c'est que en fait, c'est quand même hyper dur d'affiner ces stratégies avec, parce qu'à chaque fois, pour voir le résultat concret dans les ChatGPT, par exemple, en fait, il faut un nouveau modèle. Donc, ça veut dire un cycle d'entraînement. Tu publies tes trucs sur Internet, espères que ça se finisse dans les données d'entraînement du modèle, et 6 mois plus tard, tu peux tester quand le modèle il sort, voir s'il y a des résultats. Donc, évidemment, tu peux passer avec le web search, voir si tu as des impacts. Et sur le modèle en tant que tel, c'est hyper difficile de savoir si tu l'as influencé. Mais en tout cas, ouais, pour conclure sur les STS, moi, sur un des papiers, en tout cas, que j'avais pu lire, des papiers de recherche de chercheurs justement en machine learning qui avaient essayé de développer cette technique, le prérequis pour faire tourner leur algo pour trouver les mots pertinents, on parlait d'une carte mère, d'une carte mémoire qui vaut 15 000 balles chez NVIDIA. Ou d'une carte graphique, je ne sais plus, enfin, je ne suis pas assez geek à ce niveau-là, donc je confonds un petit peu tous les termes. Donc, pas forcément accessible au premier venu. Voilà, je n'ai pas eu toute la réponse à ta question, Frédéric, mais voilà. Et il y a ensuite une question sur les LLMS.txt, qui sont en gros une espèce d'équivalent des robots.txt. Alors, perso, moi j'ai l'impression que ça s'écharpe un peu à ce sujet-là. Ceux qui disent que ça ne sert à rien, ceux qui disent qu'ils voient des hits sur le fichier par des bots LLM, mais en même temps, on ne sait pas trop si c'est utilisé. Perso, je ne l'ai pas implémenté parce que sur les quelques sites où j'ai pu avoir accès où il y avait ça, je n'ai pas constaté beaucoup de hits de la part des LLM. Mais je suis preneur si jamais il y a des datas concrètes. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Moi, j'avais fait l'expérience, alors ça remonte à pas mal de mois, quand le fichier faisait un petit peu le buzz qui venait de sortir, donc de l'implémenter en fait simplement sur sur mes sites. J'ai vu des hits dans les logs sur ce fichier, mais des hits sur les logs, ça ne veut pas dire que les crawlers s'y intéressent. Les crawlers, par définition, ils vont visiter plein de pages un petit peu au hasard, et c'est une fois qu'ils sont dessus qu'ils se disent, OK, est-ce que ça m'intéresse ou pas comme page? J'avais vu aucune différence sur la mise en avant de mes contenus, de mes pages. Et ce qui me fait défaut, moi, et qui fait que je ne suis pas partie prenante d'instaurer le LLM.txt, c'est tout simplement en fait le manque de documentation ou de brevets ou de papiers de recherche qui démontrent que les crawlers ou quoi s'appuient sur les LLM.txt à ce niveau-là. Donc, je suis souvent partie prenante de j'ai pas de preuves que c'est utilisé, que ce soit des preuves via des brevets ou autres, ou des preuves d'utilisateurs qui démontrent que regarde, j'ai mis ça en place, ça m'a boosté mon site web. Donc, à partir de là, je ne mets pas en place. Tout ce qui est notamment LLM.txt, petite vigilance, c'est qu'il y a parfois des gros malins qui ont besoin de scraper, de voler un petit peu votre stratégie. Si vous faites un LLM.txt, bien sûr, ça facilite en plus l'accès, le vol de vos contenus pour ceux qui voudraient scraper votre site web
à d'autres parce que vous servez sur un plateau en fait l'ensemble de vos contenus tout simplement. Donc voilà, pas partisan de cette partie. Et moi, je suis remonté en haut. Je ne sais pas, Paul, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai l'impression que j'ai répondu à Damien dans le chat. Mais après, tu as peut-être un autre avis. Il dit quand on voit une erreur dans le chat GPT, par exemple, on lui indique qu'il admet l'erreur. Est-ce que ça modifie le LLM directement? J'ai pas, pardon, tu parles de quelle question? C'est qui l'a fait? Tout en haut, Damien Elissaï. De la rubrique question, quand on voit une erreur dans. Ah, ok, via l'interface. Alors ok, enfin, en fait, c'est compliqué évidemment de savoir ce que fait de l'interface, notamment ChatGPT. Est-ce qu'il corrige en effet quand il fait des erreurs? Il y a deux notions à comprendre à ce niveau-là. Je vais parler notamment de la notion d'hallucination. C'est une erreur de dire que ChatGPT fait une erreur. Il ne fait pas une erreur dans son calcul, il cherche le mot le plus probable, c'est une boîte noire, c'est ce qu'on appelle donc du machine learning, un réseau de neurones. Et quand il vous dit que la Terre est ronde, la Terre est plate, lui, ce n'est pas une erreur. Donc ça ne sert à rien de lui dire tu as fait une erreur, corrige ça, parce que ce qu'il a dit, c'était la chose la plus probable, c'était le résultat d'un calcul mathématique qui était pertinent pour lui. Maintenant, le dire depuis l'interface en mode attention, ton calcul, ton cheminement a été faux à ce niveau-là, pour moi, ce sera faux. Ça ne marchera pas. Et là, je m'appuie pas. En fait, je m'appuie simplement sur le manque de documentation. Je n'ai aucune documentation sur les yeux. Je n'en ai vu aucune passer d'un quelconque mécanisme de chatbot qui dirait au chatbot prends les réponses de l'utilisateur et sers-toi-en directement pour entraîner le modèle. Pour moi, faire ça, ça représenterait une énorme faille de sécurité. Tout simplement parce que je pourrais dire, je ne sais pas, Emmanuel Macron est un danseur de salsa, retiens ça. Et le chat GPT sera en mesure, pour la prochaine personne qui demanderait, de dire ah ben, Emmanuel Macron, c'est un président de la République, mais aussi un danseur de salsa. N'importe qui pourrait donc modifier l'interface, modifier le modèle, le réentraîner à chaque fois. Ça serait hyper dangereux parce qu'évidemment, il n'y aurait que des abus. Et en plus, ça nécessiterait donc de créer un module supplémentaire, c'est-à-dire qu'actuellement, on a le LLM, on a l'interface où les gens peuvent interagir avec le LLM. Il faudrait créer donc un module d'entraînement supplémentaire qui prendrait les retours utilisateurs et qui les enverrait directement au modèle qui se réentraînerait en direct. Moi, je n'ai jamais vu de preuve de ce mécanisme-là. Ça me paraît être une énorme faille de sécurité de laisser les utilisateurs modifier le modèle par eux-mêmes. Alors, j'ai une petite anecdote marrante à ce niveau-là à vous partager. On parle des années 2020, quand les intelligences artificielles commençaient à se créer, mais que ce n'était pas encore très populaire. Je ne sais plus quelle équipe avait eu la bonne idée de créer un compte Twitter qui apprenait, en fait, lui, il apprenait avec les tweets des utilisateurs. C'est-à-dire que les gens qui interagissaient avec lui, les tweets qu'il voyait, en effet, il s'en servait pour s'entraîner en direct. Et du coup, au fur et à mesure, on a vu son évolution. Et pour vous montrer le résultat, il n'a fallu que quelques jours à cette intelligence artificielle pour qu'elle devienne littéralement nazie. C'est-à-dire qu'elle disait des choses nazies. Hein, c'était des citations de Mein Kampf. Il mettait en avant de la propagande nazie. Donc, bien sûr, cette intelligence artificielle a très vite été coupée. Et je pense que c'est la preuve que ça serait une terrible erreur d'un point de vue sécurité de laisser les gens dire ah non, tu t'es trompé là, corrige ça, ah, tu as dit ça sur ma marque, en fait, dis que ma marque, c'est la meilleure depuis l'interface. Tant qu'on ne m'apporte pas la preuve qu'il y a un mécanisme qui fonctionne comme ça, pour moi, en effet, ça ne peut pas fonctionner. J'étais un peu long sur cette réponse, mais désolé, voilà. Par contre, il y a quand même les boutons pouce en bas et pouce en haut. Et globalement, son objectif, c'est de répondre pour maximiser les pouces en haut et minimiser les pouces en bas. À partir de là, peut-être que tu peux le remodeler, non pas sur de l'info du type intègre que Emmanuel Macron est dans le sens de salsa. Par contre, si tu fais plein de pouces en bas, il va changer ce qu'il va raconter. Et peut-être que pour toi, il changera un petit peu. Si à un moment, après 1000 générations, il dit que Emmanuel Macron est un danseur de salsa et que tu mets un pouce en haut, peut-être que pour toi, ça va l'influencer. C'est très pertinent ce que tu dis là, Paul. Si vous voyez bien, du coup, et ça, c'est présent sur tous les LLM, la petite notion de pouce. Une autre chose qui est liée au même concept, c'est qu'on voit parfois que certaines IA vous proposent deux réponses et vous proposent de choisir, OK, dis-moi quelle est la meilleure réponse.
Parce qu'en effet, ce qu'il ne faut pas croire que j'ai dit, c'est que tous les LLM, toutes les marques de LLM, Gemini, ChatGPT, se servent forcément de la data utilisateur pour améliorer leur modèle et savoir eh bien, comment l'utilisateur préfère avoir la réponse. Ce que je crois, c'est qu'il est impossible de modifier la connaissance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez beau vous efforcer de dire non, là c'était une mauvaise réponse, de dire mauvaise réponse quand le LLM cite votre marque concurrente plutôt que l'autre. Par contre, en fait, ce système de vote ou pas, je pense qu'il est plutôt là pour mettre en avant en fait le format d'output. Est-ce que c'est bien présenté? Est-ce qu'il fallait mettre une liste à puce ou fallait mettre plutôt un paragraphe? Est-ce qu'il fallait mettre en avant une vidéo plutôt à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est la réponse peut-être qui pose problème? Auquel cas, ça modifie la connaissance. Mais l'idée de la facilité, encore une fois, voilà, depuis l'interface de dire non, je vais le modifier ChatGPT, non, ça me paraît trop facile. Mon autre argument que je rajoutais, et pour terminer sur ce sujet, c'est que il y a quand même énormément, et il faut lire les papiers de recherche pour ça, mais tous les jours, il y a des centaines de papiers de recherche de gens dont le métier sont les intelligences artificielles et étudier les failles des intelligences artificielles. C'est des grosses têtes, c'est des gens qui sont super intelligents, bien plus que moi, qui ont 10 ans d'expérience dans les intelligences artificielles, qui ont fait des études très poussées dans des écoles prestigieuses. Et ces gens, du coup, essayent de trouver les failles pour modifier. Et si c'était aussi simple que de modifier un LLM depuis une interface ChatGPT, alors ces gens qui se réunissent à 5 pour trouver des failles, qui investissent dans des cartes mères à 15 000 balles, ils seraient un peu ridicules, en fait, tout simplement. Voilà sur le sujet. Il y a une question de Youssef sur les changements dans l'analyse statatieux avec la fin du paramètre 1200. Non, en fait, ça change juste la manière de scraper la SERP, mais en soi, dans les analyses, ça change rien. Juste, ça augmente nos coûts, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on a fini. On a fait le tour. Je suis désolé si j'ai surtout regardé la rubrique questions. Je suis désolé si j'ai loupé quelques petits messages dans le chat. J'ai l'impression qu'on a fait le tour et surtout qu'on a réussi à le faire en 1h35 minutes. Je ne suis pas peu fier de la performance. Honnêtement, on avait très peur de faire beaucoup plus long. Pour rappel, vous avez bien sûr l'offre TOT.SEO pour récupérer des crédits et tester l'outil qui est réservé uniquement à tous ceux qui étaient présents dans ce webinaire et tous ceux qui auront accès au replay. Bien sûr, il y aura un replay qu'on vous enverra dans la foulée. Et puis, le lien pour le contenu, l'article complet pour voir avoir un exemple de bel article de qualité, lire et relire le process pour se l'approprier. Donc, disponible sur l'URL suivante, voilà, totseo.fr/création de contenu. Est-ce que tout est bon, Paul? Oui, tout bon. Merci beaucoup. Bon appétit, puisqu'il commence à faire faim. Oui. Et, très bon après-midi à tous. On vous laisse potasser le sujet, nous donner des idées si vous voulez d'autres webinaires sur d'autres sections, si ça vous intéresse. Et puis, let's go. Allez. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une excellente journée. Salut à tous.